au Maroc, on peut être fier de dire qu'on a à peu près tout le panel des métiers de l'IT, de la partie software à la partie cyber, en passant par l'AI et la data. Et on voyait très bien que le monde est en train de shifter. On ne veut pas se positionner comme une boîte d'offshoring. On est une boîte de conseil en data IA who happens to be in Morocco. Pour moi, il y avait une vraie importance de montrer, d'asseoir ma crédibilité. C'est pas parce que tu as fait Polytechnique que tu mérites tel ou tel poste. Quand tu crées une boîte, il faut que tu aies un rêve. Chaque entrepreneur a une histoire différente. Certains prennent plus de risques que d'autres. Notre invité d'aujourd'hui est à un poste de responsabilité dans un grand groupe avec des perspectives encore plus grandes. Mais elle a décidé de se lancer et de recommencer à zéro. Malika Ahmidouche a lancé iShore et veut créer le champion africain de la data et de l'IA. Elle nous raconte comment elle s'est lancée, les difficultés qu'elle a eues et pourquoi elle pense pouvoir s'imposer à l'international grâce au talent marocain. On a aujourd'hui 10 clients chez iShore, US, UK, France, Suisse et Australie. J'ai un profil plus build, j'aime construire, essayer d'enlever les a priori qu'on peut avoir sur les gens. Dans le monde du business, tout le monde va t'apprendre quelque chose. La Coupe du Monde nous a fait rêver et on peut se positionner sur la scène internationale, pourquoi pas nous? On a réussi à le faire dans le foot, pourquoi on ne réussirait pas à le faire dans le business? Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Malika Ahmidouche, welcome. Merci de me recevoir. Très très content de te recevoir, fondatrice de iShore. D'ailleurs, avant le podcast, je me disais, est-ce qu'on dit AI Shore ou iShore, parce qu'il y a le AI d'intelligence artificielle au début. D'ailleurs, peut-être pour commencer, ce nom iShore, le choix de mettre AI dans le nom de la boîte, c'était vraiment important pour marquer un petit peu votre identité et ce que tu voulais faire en montant iShore? Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'était simplement de se dire, le monde des services d'externalisation est en train de changer. L'AI, on a créé l'entreprise à peu près au moment où est sorti le ChatGPT version 3 et on voyait très bien que le monde est en train de shifter et donc c'était l'opportunité pour nous d'affirmer que si on montait une entreprise de service, on allait la monter en utilisant l'IA et en proposant à nos talents des jobs qui seraient, on va dire, AI-proof. Ouais, parce que tu as monté la boîte en 2023. Je crois que la version de ChatGPT sur laquelle tout le monde était, c'est à partir de fin 2022. Donc ça reste à ce moment-là. Donc c'était assez tôt, entre guillemets, dans cette vague IA, non, que tu as monté la boîte. Alors, dans les opérations IT, ça avait commencé un peu avant, dans la mesure où déjà, on avait énormément de demandes de la part de nos clients sur tout ce qui est, par exemple, supervision de réseau. On faisait de la supervision de réseau 24/7 pour un grand compte français et ils nous disaient... s'il vous plaît, on n'a pas besoin de mettre des ingénieurs pour surveiller des plateformes avec leurs yeux toute la journée. Ouais. Je préfère qu'ils soient sur des tâches de résolution d'incidents, des choses comme ça. Mettez-nous, on va dire, à l'époque, on appelait ça de l'automation. On n'appelait pas ça forcément AI. Ouais. Mais mettez-nous des outils qui nous permettent d'automatiser certaines choses. Donc, ça existait déjà. Et je voyais que globalement, quand tu allais... si tu veux développer des activités, il fallait les développer à la lumière de cette automatisation qui est en train de se développer. C'est hyper intéressant de s'être positionné sur ça aussitôt. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. On va parler d'IA, bien sûr, d'entrepreneuriat, de business, d'outsourcing, de clients d'Afrique, de Maroc, de plein de sujets, si ça te va, bien sûr. Mais est-ce que pour commencer, Malika, est-ce que tu peux te présenter ? Ok, écoute, je vais essayer. Alors moi, j'ai grandi à Casa, ici au Maroc. J'ai quitté le Maroc à l'âge de 18 ans pour aller en France faire mes études. Donc j'étais passionnée de mathématiques, donc je suis allée en classe prépa. Donc j'ai intégré l'école polytechnique en 2008 et j'ai continué dans les mathématiques. Donc je me suis spécialisée en maths appliquées, puis en maths appliquées pour la finance. Okay. Donc, toujours dans cet univers des chiffres, etc. Et c'est comme ça que j'ai atterri en finance de marché, donc à New York, où je faisais de la modélisation financière et de la structuration de produits exotiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le métier de structureur. Ouais, et à ce moment-là, et même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs qui vont vers la finance sur tous les sujets quantitatifs.
Mais là, c'était un petit peu le début où il y avait de plus en plus d'ingénieurs qui avaient envie de faire ces sujets-là en finance. Je pense que ma génération, c'était plus finance. Et là, je remarquais quand même un trend où ils sont plus enclins à devenir data scientist. Donc peut-être que si j'étais née 10 ans plus tard, j'aurais été data scientist. Et tu avais envie d'avoir un... Donc le premier job, c'était à New York, Oui. en finance de marché, du coup, quantitatif. Tu avais envie d'avoir un premier job aux États-Unis, ou en tout cas en dehors de France, que tu as étudié Oui. en France? Alors, moi, c'était plus un rêve personnel. J'ai toujours voulu découvrir les États-Unis. J'avais fait un stage à l'époque à San Francisco, donc pendant mes études, et je me disais, je veux y retourner. Et donc, c'était une opportunité que j'ai eue. Donc, suite à un stage que j'avais fait en banque d'affaires à Paris, je les ai un peu harcelés en leur disant, je voudrais partir à New York. Et ils avaient un bureau à New York. Et tu es dans la même banque et tu as voulu passer à New York et tu as eu l'opportunité. Ils ont été super sympas. Et ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu. C'était une année merveilleuse que j'ai passée. Donc, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel, j'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis fait des amis que j'ai gardés jusqu'à maintenant. Ouais. Mais par contre, il me manquait quelque chose. D'un point de vue épanouissement personnel, je me projetais pas forcément. Et j'avais envie, très tôt en fait, j'ai eu très tôt cette envie de revenir au Maroc. Et ça, tu m'en avais parlé quand on a discuté un peu dans le podcast. Tu m'as dit, j'ai toujours eu envie de rentrer, de contribuer, etc. Et c'était quelque chose d'intuitif. Oui. Tu penses que ça vient d'où? D'où est-ce que c'est venu? Il y a aussi, on va dire, un environnement familial propice où on a ces valeurs. On va dire, on a ces valeurs de servir le pays. Et donc, dans mon imaginaire ou dans ce que je pensais faire, c'était, je vais faire quelques années dans le secteur privé pour apprendre, pour découvrir le Maroc. Et ensuite, je vais servir mon pays dans le public. Donc c'était ça le... Ah, le programme était déjà défini. C'était pour toi, c'était ça la manière de servir son pays. C'est-à-dire pour moi, c'était l'unique manière. C'est comme ça privé, plutôt grand groupe, et ensuite public. Exactement, tout à fait. Donc, j'étais partie sur cette voie-là. Et puis, donc, j'ai intégré donc, Inouï. À l'époque, je cherchais un secteur en forte croissance. Qui se développait. Et puis la tech, ça m'a toujours attirée. J'ai commencé à bricoler des ordinateurs à l'âge de 8 ans. Tu sais, tu es plus jeune que moi, mais on avait les IBM Aptiva. Tu sais, c'est les espèces de machines beige un peu volumineuses. Donc, je bricolais ça à l'époque. J'ai toujours aimé ça. Donc j'ai été très épanouie chez Inouï, où j'ai passé 4 ans. Et en grandissant, donc après, parce que 8 ans, c'est très très tôt pour bricoler des ordinateurs, tu as toujours été un petit peu intéressé par les ordinateurs, le bricoler, les softwares, etc. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. En fait, j'aimais bien, d'ailleurs, j'en ai planté pas mal. D'ordinateurs? Voilà, tout à fait. Bon, j'ai des parents qui étaient sympas, donc ils me laissaient un peu explorer. En fait, j'avais ces deux dimensions. Il y avait la dimension plus, on va dire... bricolage, voilà, les modems, les routeurs, les PC, etc. Et puis, il y avait la dimension maths aussi. Alors, j'étais pas très physicienne. Donc, j'en ai fait parce qu'en classe prépa, il faut faire des maths et de la physique. Mais j'étais plus maths. Donc, tout ce qui est concept abstrait, tout ce qui est modélisation, c'est des choses qui me plaisent et qui me plaisent encore jusqu'à maintenant. Tu avais à la fois le côté abstraction, maths, etc. Et le côté on un peu met les mains pratique, dedans, pratique, voilà. On joue dans la machine, etc. Que j'ai retrouvé lorsque j'ai créé iShore. Parce que quand tu crées ta boîte, et surtout à l'ère de l'IA, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'outils, plein de software qui te permettent de faire un certain nombre de choses plus vite, de manière plus efficace. Et donc, j'ai retrouvé ce jeu d'enfant que j'avais à l'époque, où on a automatisé pas mal de choses, que ce soit sur la partie RH, que ce soit sur la partie, on va dire, procurement, finance, etc. Et tu te retrouves parfois à chercher des solutions, essayer de... Ouais, à regarder des vidéos YouTube, des tutos, et ensuite d'appliquer. Je suis trop contente. Surtout que tu peux regarder des vidéos et apprendre assez facilement maintenant. C'est pas compliqué, hein, pour le coup. En fait, tu as beaucoup moins besoin de coder qu'avant. Donc, en termes de temps que tu dois allouer à, par exemple, monter un agent IA, aujourd'hui, tu peux faire quelque chose en 1 heure ou 2 et après l'améliorer petit à petit. Mais ce n'est pas à l'époque où tu devais passer 1 semaine ou 2 semaines à geeker et à chercher dans quelle ligne de code est-ce que tu as fait. Et tu as un bug qui te prend 2 jours. Voilà. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. C'est quoi un exemple de choses que tu fais Parce que tu vois, moi, j'essaie un petit peu de tester des choses, d'utiliser l'IA ou d'essayer de construire des petits agents pour faire des choses. Mais parfois, ça ne fonctionne pas parfaitement.
où tu te rends compte que tu n'as pas parfaitement défini ce que tu veux faire et donc que tu te retrouves à faire quelque chose d'un petit peu flou. C'est quoi les cas ou les use cases où tu essaies de construire des choses aujourd'hui pour faciliter ton travail? En fait, on essaye d'automatiser tout ce qui est process bien défini et répétitif. Alors, je vais te donner un exemple pour que ça soit plus parlant. Typiquement, le recrutement. Tu vas avoir, c'est toujours les mêmes étapes. Donc, on va poster une annonce sur LinkedIn. Derrière, on va recevoir un très, très grand nombre de candidatures. Il faut les traiter. Derrière, il faut leur envoyer des tests techniques. Il faut récolter les résultats, sélectionner les meilleurs. Ces meilleurs-là, leur faire passer des entretiens de pré-qualif. Donc, il y a un certain nombre d'étapes. Et sur ces étapes-là, tu peux mettre beaucoup de couches d'automatisation. Typiquement, sur la partie entretien, nous, on a une personne qui est donc Talent Acquisition chez iShore. Elle, quand elle fait ses entretiens, elle utilise un outil AI qui lui permet de faire automatiquement des CR, de récupérer... Des comptes rendus. Des comptes rendus, de récupérer aussi des extraits de l'entretien. Et derrière, ça facilite beaucoup le tri, la sélection en aval. Ouais, donc en fait, tu pars d'un process que tu fais initialement... Voilà, tu l'écris. Sans IA, sans outils, sans automatisation. Il est clair. Et ensuite, tu dis à quel endroit je vais pouvoir faciliter et gagner du temps. Tout à fait. Surtout quand tu as 50 emails à envoyer, 50 invitations pour des calls, etc. Voilà, je pense que c'est des choses qui sont rentables, entre guillemets, quand tu es sur des processus de volume et de répétition. Parce que dans le rentable, il y a aussi le côté temps alloué. Voilà. Tu n'as pas envie de passer 3 jours à travailler sur quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc il y a aussi un côté investissement de temps pour construire ce process-là et cette automatisation-là. Tu n'as pas le choix. Tu as des ressources qui sont limitées quand tu crées une entreprise. Et donc, à tout moment, tu es toujours dans cette logique de comment est-ce que je peux optimiser mon temps, le temps de notre talent acquisition, le temps de notre talent manager. Et donc, tu réfléchis tout le temps dans cette logique d'optimisation de temps parce que tout temps gagné te permet de dégager du temps pour développer le business. Exactement, oui. Et autant, il y a quelques années, je pense que si tu n'avais pas le temps avec les ressources actuelles de faire quelque chose, bah, tu ne pouvais juste pas le faire. Autant maintenant, peut-être que tu as des solutions. Et donc c'est intéressant. Ok, donc si on reprend le fil, tu étais à New York, tu te dis, bon, j'ai envie de rentrer au Maroc, j'ai envie de contribuer, etc. Comment ça se passe? Comment tu trouves ton premier job au Maroc? Alors, j'ai eu la chance, on a une association des anciens, on va dire, qui ouvre les portes aux jeunes diplômés. Ouais. Et donc, qui ont poussé mon CV. Et donc, j'ai atterri sur le bureau de Frédéric Debord, donc le patron d'Inouï à l'époque, avec qui j'ai eu un fit instantané. Donc, c'est quelqu'un qui était dans une logique de développement. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. On en parlera plus tard. J'ai un profil plus build. En tout cas, j'aime construire. Et donc, l'entreprise était en plein développement, en pleine construction. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et je me disais que j'allais pouvoir beaucoup apprendre. Alors, la difficulté que j'avais à l'époque, c'est que, j'avais une expérience en finance, certes, qui était intéressante, mais qui n'était pas forcément pertinente par rapport aux télécoms. Et donc, il a accepté de me prendre en tant que chef de cabinet. Donc, j'ai été à ses côtés pendant 2 ans, donc en faisant du suivi de projet, du pilotage, du reporting, des choses comme ça pour le compte du DG. Donc ça, c'est ce que je faisais qui lui rendait service. Mais en parallèle de ça, c'était extrêmement apprenant. Oui, bien sûr. Donc, j'ai appris tous les métiers d'une entreprise et j'ai appris, grâce à lui, à gérer une grande entreprise. Donc, avec toutes ses composantes, finance, marketing, RH. Parce que tu voyais tous ces métiers. Tous les métiers. Parce qu'à chaque fois que tu gères un projet, tu es amené à interagir avec des personnes dans le domaine concerné. Je vais te donner un exemple. Un des premiers projets qu'il m'a confié, c'est de monter un reporting pour piloter la qualité du réseau télécom, donc sur la partie voix. Et donc, j'ai eu à interagir avec des ingénieurs extrêmement brillants. On avait, à l'époque, chez Inouï, une brochette des meilleurs talents du Maroc. Et je me souviens, moi, je venais de New York, donc j'avais l'habitude en salle de marché d'être avec des gens vraiment extrêmement smart. Et je suis arrivée chez Inouï, je n'ai pas été déçue. Ouais. J'ai trouvé des gens extrêmement brillants, mais aussi extrêmement généreux de leur temps et de leurs connaissances. Et donc, ils m'ont appris énormément. Et donc, j'ai appris le réseau télécom, j'ai appris le SI pour les télécoms, la finance, le marketing, le RH, etc. Dans le cadre du pilotage de ces projets et de la mise en place de ce type de pilotage. C'était quoi les difficultés que tu as eues à ce moment-là? Parce que
Quand je pense à reporting, et donc beaucoup d'équipes, c'est aussi aller voir ces équipes-là, demander de l'info, etc. Donc parfois c'est compliqué dans des grands groupes. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé? Est-ce que c'est quelque chose qui était compliqué? Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là? Alors, j'ai dû faire un travail sur moi-même parce que, alors à l'époque, quand j'étais en finance de marché, j'étais face à ma machine et quand un sales avait besoin d'un modèle ou d'un produit, c'est lui qui venait me voir pour me demander. Donc, c'était lui qui était demandeur. Ok. Moi, j'étais tranquille et après, comme j'étais globalement bosseuse et puis sérieuse, donc il était super content et donc ça se passait très bien. Après, là, tu passes dans l'autre, c'est toi le demandeur. Donc, tu vas avoir des équipes opérationnelles qui sont déjà Qui ont prises, d'autres objectifs, qui par, qui n'ont pas que ta voilà, demande à traiter, exactement. donc Ils tu ont ne un l'auras trou pas dans la de- journée. Ils ont je sais pas moi, la fibre qui a coupé un endroit, ils sont tous mobilisés, il n'a pas que ça à faire. Ouais. Et pour autant, et moi je suis introvertie de nature, donc ça se voit pas forcément, je suis pas timide, mais je suis introvertie. Mhm. Et donc c'était un exercice extrêmement douloureux que de devoir me lever de ma chaise, d'aller voir les gens, de les déranger parfois un petit peu, etc. Donc gros challenge, mais qui a été extrêmement bénéfique pour la suite Pour de la ma suite, carrière. pour la suite, ok. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler de mes amis et partenaires TapTapSend que j'utilise personnellement et qui soutient NextWave depuis le début. Si tu habites en dehors du Maroc, tu dois absolument connaître TapTapSend. J'ai personnellement vécu 10 ans en France et comme tous les Marocains qui habitent à l'étranger, j'ai voulu envoyer de l'argent vers le Maroc. Certains veulent soutenir des proches, certains veulent épargner au Maroc ou investir leur argent, mais dans tous les cas, dans ces moments-là, on recherche 3 choses: rapidité, simplicité et le moins de frais possible. C'est ce que propose TapTapSend. Il permet d'envoyer de l'argent vers le Maroc depuis une trentaine de pays dans le monde. Et ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits. En gros, leur modèle, c'est une petite marge sur le taux de change et ils sont transparents et compétitifs. Ils proposent un des meilleurs taux du marché. Donc si vous voulez envoyer de l'argent vers le Maroc, ne réfléchissez pas et téléchargez l'application TapTapSend. Vous pourrez transférer votre argent vers des comptes bancaires, mais aussi vers Cash Plus ou Afacash. Si vous venez de notre part, vous recevrez un cadeau lors de votre inscription. Par exemple, 15 € depuis la France ou 25 $ depuis les États-Unis. Donc téléchargez l'application TapTapSend et utilisez le code NEXTWAVE. Je vous remets en description toutes les infos. Vous êtes déjà des centaines à avoir utilisé l'application et certains m'ont remercié pour la recommandation. Et j'aimerais à mon tour remercier l'équipe TapTapSend de me soutenir depuis le début de NextWave. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Après, donc, tu es chargé de mission à ce moment-là, auprès du président ou DG. du DG, ouais. Oui. Et ensuite, tu prends un poste de direction dans une équipe. C'est ça, non? Oui. Comment se passe ce switch? Alors c'est venu d'une volonté donc commune du DG et de moi-même de sortir, on va dire, du fonctionnel et d'aller dans l'opérationnel. Donc vraiment d'aller sur le terrain, parce que tu observes les gens travailler, c'est extrêmement intéressant pour apprendre, mais à un moment, il faut que tu pratiques. Il y a la théorie, et puis ensuite, il y a la partie pratique. Ouais. Donc sur la partie pratique, je me disais, bon, moi je viens du cabinet du CEO, Ouais. je vais aller dans les opérations, je vais avoir un poste qui va être forcément un peu plus prestigieux que mon âge. Il faut que j'aille quelque part où je vais pouvoir rapidement montrer que je suis capable de produire du résultat. Et donc j'ai réfléchi et à l'époque, il y a une opportunité qui s'est ouverte. Il y avait un poste libre de directeur commercial PME. Donc là, on est vraiment sur le terrain pur et dur. C'est un gros challenge. Oui, tout à fait. C'est pas le... C'est le sales le plus dur. C'est pas le poste le moins risqué, quoi. Là, pour le coup, il y a des chiffres et des résultats. Exactement. Donc, ouais, c'était aussi... C'est un risque. C'était un défi aussi. C'est un risque, c'est un défi. Et puis, mais pour moi, il y avait une vraie importance de montrer, d'asseoir ma crédibilité. C'est pas parce que tu as fait Polytechnique que tu mérites tel ou tel poste. C'est parce que tu as été compétent. Polytechnique t'a aidé à avoir certaines compétences. Mais après, voilà, ça a produit du résultat. Et c'est ce résultat qui doit, on va dire... primé. Donc voilà, donc j'arrive, donc à l'époque j'avais 27 ans, donc directrice sales, donc je rencontre les équipes et donc dans on va dire la pyramide des âges ou les âges qu'on avait dans l'équipe, tu avais un petit peu de tout, mais tu avais des personnes qui avaient la cinquantaine, qui étaient hajj. Donc là, t'as quel âge et il y a combien de personnes dans l'équipe? Donc, en interne dans l'équipe, il y avait une trentaine de personnes, donc des responsables régionaux, qui étaient des personnes d'un certain âge, très respectées dans leur région, des personnes très compétentes et expérimentées, des commerciaux qui leur reportaient, et puis tu avais aussi le canal indirect où il fallait gérer les distributeurs. Ok,
Ok, donc tu avais plus d'une cinquantaine de personnes. Entre le direct et l'indirect, Entre c'était le une direct et soixantaine. l'indirect, à Exactement. quel âge? 27. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, quand tu arrives, est-ce que c'est compliqué au début? C'est-à-dire, étant donné que tu es jeune, étant donné que forcément tu arrives du cabinet du DG, etc. Est-ce que tu as senti que tu avais besoin de démontrer ou Bien sûr, je le savais. Après, il faut pas être trop pressé de montrer. Peut-être après, ça c'était la jeunesse à l'époque, j'avais vraiment ce besoin très rapidement de montrer des résultats, etc. Je m'étais mis beaucoup de pression. Avec le recul, avec le temps et un travail sérieux et on va dire de longue haleine, les résultats allaient venir naturellement, il fallait se mettre un peu moins de pression. Mais en tout cas, voilà, donc tu as peut-être 3, 6 mois, le temps de commencer. Alors à l'époque, on avait des commerciaux de très grande qualité, et ils sont toujours de très grande qualité. Je suis cliente d'ailleurs de mes anciennes équipes. On avait, si tu veux, un marché qui était en plein développement. On avait un sujet vraiment de process et de, on va dire, de gestion au quotidien et de pilotage. Donc c'est pour ça que ça convenait bien à mon profil, ce type de poste, où j'arrivais vraiment, j'étais complémentaire à mes équipes. Donc on travaillait vraiment ensemble. Eux m'apprenaient le terrain, ils m'apprenaient comment on gère un client, comment on gère certaines situations compliquées, etc., etc. Et moi, j'arrivais en disant, OK, ce process-là, il y a X... on doit saisir, je ne sais pas moi, je te donne un exemple, on doit saisir une centaine de lignes sur le CRM. Aujourd'hui, c'est fait à la mano, une par une. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est le genre de choses, on va commencer par ça. Il faut mettre des outils pour pouvoir faire de la saisie automatique, par exemple. Donc, tu optimises le temps des commerciaux, etc., pour pouvoir libérer Et là, du pour temps le coup, c'est faire des du business. résultats aussi qui sont concrets, parce que tu fais gagner du temps à tout le monde. Exactement. Tu vas travailler le churn. Tu vas aller essayer d'analyser tes motifs de churn, de comprendre pourquoi les clients partent. Est-ce que c'est des problèmes de réseau? Est-ce que c'est des problèmes de service client? Quelles sont les problématiques? Et si tu agis, ça c'est l'avantage du business, on va dire PME ou retail, c'est que si tu agis sur un ou deux, on va dire, pain points de ton client, rapidement, tu vois des résultats, ton churn qui commence à baisser, tes gros ads ou tes acquisitions clients qui commencent à augmenter, etc. Donc, tu arrives à piloter. Ouais. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'automatisation, de process. Là, c'est aussi des process. Avant le podcast, on parlait de recrutement et aussi des process d'onboarding, etc. Et je vois que tu as vraiment une vision pipeline, process, etc. Et là, tu parlais des pain points. Comment tu as toujours eu cette vision process des choses, cette capacité d'abstraction, ou c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé au fur et à mesure? Et comment tu identifiais, par exemple, si on prend l'exemple d'Inouï, les pain points, les bottlenecks, les endroits où aller travailler? Alors, je pense que la meilleure manière de les identifier, c'est vraiment de passer du temps avec les équipes sur le terrain pour comprendre. C'est vraiment comme ça. Avant d'aller à la PME, j'avais passé une semaine en agence, j'ai mis le gilet. Donc, j'étais à l'agence Biran-Zaran d'Inouï. J'ai passé une semaine avec les chargés de clientèle pour voir comment ils travaillent au quotidien, est-ce qu'il y avait de la perte de temps sur certaines choses, etc. Donc, c'est vraiment comme ça. Donc, tu arrives avec une casquette consultant pour pouvoir observer et derrière mettre en place des plans d'action. Ok. D'un point de vue management aussi, je pense que c'est une expérience où tu as beaucoup appris. Et ensuite, par la suite aussi, on va en parler chez Intelsia, aujourd'hui chez iShore, dans toutes tes expériences. Il y a des choses en particulier qui te reviennent, des apprentissages importants que tu as eus d'un point de vue driver des équipes, motiver des équipes, management, etc. Alors, je pense que la meilleure école de management, ça a été mes équipes. Donc, c'est avec ces personnes-là que j'ai appris. Chaque personne que tu vas manager va t'apporter des choses et certaines vont t'en apporter beaucoup plus. Et c'est souvent les profils les moins, on va dire, qui vont le moins dans ton sens. Ceux avec qui tu vas avoir des conflits, avec qui tu vas pas forcément être d'accord, etc. C'est souvent ces personnes-là avec lesquelles tu vas te développer, grandir. Et donc, si tu as cette humilité d'écouter, d'apprendre et puis de débattre, parfois ça prend du temps, mais c'est pas grave, et tu vas grandir. En tout cas, je pense, et certaines personnes qui se reconnaîtront ont joué un très grand rôle là-dedans. La partie écoute est hyper importante. C'est-à-dire que tu peux, bien sûr, tu vas pas forcément faire tout ce qu'on te dit, mais il faut toujours prendre tous les avis, etc. Tout à fait. Ok.
Et créer justement cet environnement pour que les gens soient suffisamment à l'aise pour te dire quand tu fais des choses qui sont pas OK ou quand tu vas pas dans la bonne direction. Si tu crées cet environnement où les gens sont à l'aise, généralement, ça crée plus d'efficacité. Ok. Après quelques années chez Inouï, tu passes chez Intelsia. Comment se passe cette transition-là? Pourquoi tu rejoins Intelsia? Et écoute, ça s'est fait par une rencontre. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Karim Bornossi, que tu as interviewé aussi en podcast. Et donc, il m'a parlé du projet Intelsia. À l'époque, il venait se faire acheter par Altis et ils étaient en pleine croissance. Donc, c'était vraiment des chiffres voilà, d'un ordre exponentiel. Et dans le cadre de cette croissance, ils cherchaient des talents pour accompagner le développement du groupe. Donc, il ne savait pas encore exactement sur quoi me positionner. Donc, il tâtonnait un petit peu. Mais il me disait, écoute, intuitivement, je sais que, vu que je vais grandir, je vais avoir besoin de toi à un moment. Ouais. Donc, rejoins et puis on verra. Et puis, donc, j'ai continué dans ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire du management d'opération. Et donc, je les ai aidés à faire grandir l'entreprise et à monter des sites en Afrique, à monter des business units, etc. Il y a quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc, Intelsia, c'est une boîte d'outsourcing. Et tu me disais avant le podcast qu'il y a eu plusieurs phases dans l'outsourcing. Et je pense que ça peut être intéressant pour comprendre aussi ce que fait Intelsia, ce que tu fais aussi avec iShore. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que l'outsourcing, qu'est-ce que tu faisais chez Intelsia et quelles sont ces différentes phases de développement de ce secteur au Maroc? Parce que c'est un secteur qui est énorme au Maroc depuis le début des années 2000. C'est un très, très gros secteur. Effectivement. Je pense que l'outsourcing, c'est à peu près 130 000 emplois au Maroc actuellement. Ouais. Ça a commencé dans le début des années 2000 par les centres d'appel. Donc, généralement, quand on pense à l'offshoring ou à l'outsourcing, on pense naturellement au centre d'appel parce que c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est là où, au Maroc, il y a encore le gros du volume. Je pense que c'est à peu près 80 000 sur les 130 000 emplois qui sont actuellement occupés par des postes de conseiller clientèle. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça dans les années 2000. Ensuite, donc, très rapidement, dès les années 2010, avant même l'arrivée de l'IA, il a commencé à y avoir soit une stagnation, soit une légère baisse des volumes sur la partie call center qui était due à l'amélioration de l'expérience client. Donc, tout à l'heure, on parlait de process, du fait que j'essaie d'optimiser. Les grands groupes, ils essayent d'optimiser leur parcours client pour que tu aies moins besoin d'appeler le service client. Donc, généralement, si tu regardes un petit peu les marques préférées avec lesquelles tu interagis le mieux, c'est celle où tu appelles le moins le service client parce que l'expérience client, elle est super fluide, que tu arrives à tout faire sur l'app. Tu as de plus en plus d'outils pour faciliter ça. Voilà, indépendamment vraiment de la partie AI. C'est juste tes parcours clients sont clairs, ton app, elle est bien faite, les fonctionnalités sont visibles, etc. Donc, juste parfois des questions d'ergonomie, etc. peuvent vraiment changer ton taux d'appel au service client. Donc, pour en revenir à l'outsourcing, donc ce métier-là a commencé à baisser dès les années 2010. Par contre, il y en a un autre qui a commencé à se développer de manière exponentielle, c'est les services IT. C'est l'IT. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu regardes les grands players, que ce soit Atos, Capgemini, Sopra, etc., ils sont tous au Maroc, DXC, et ils ont plusieurs milliers de personnes. Au total, je pense que c'est entre 35 et 40 000 personnes. Et c'est quel type de profil, c'est quel type de besoins que les boîtes ont sur la partie IT, pour bien comprendre? Alors, tu vas avoir 3 grosses familles de métiers, ou peut-être 4, je vais la découper en 4. La première, c'est toute la partie software, donc que ça soit du dev ou de la maintenance. Tu as la partie infrastructure. Historiquement, c'était beaucoup tout ce qui est réseau, serveur, etc. Avec le cloud, c'est plus tout ce qui est DevOps et de manière générale la supervision du cloud. Donc on va dire univers software, univers infra, univers data. Donc, à laquelle c'est imbriqué l'intelligence artificielle. Ouais. Et le dernier, c'est la cybersécurité. Cybersécurité aussi. Voilà. Donc, si tu veux, au Maroc, on peut être fier de dire qu'on a à peu près tout le panel des métiers de l'IT, de la partie software à la partie cyber, en passant par l'AI et la data, et avec tous les niveaux et toutes les expertises. Et ça veut aussi dire qu'à ce moment-là, après les années 2010, ces boîtes-là ont trouvé les talents, ont trouvé les gens qui étaient capables d'assurer ce type de métier, que ce soit sur la partie
data, que ce soit la partie ensuite cyber, je pense que c'est un petit peu plus récent que la partie réseau, DevOps, etc. Enfin, je crois, dis-moi si c'est Oui, pas oui, tout à c'est fait. pas le cas. La cyber, c'est Euh, plus les 5-6 dernières années. Sur ces années-là, à la fois tes années à Intelsia, aujourd'hui sur iShore, etc., le fait de trouver des talents, c'est quelque chose qui est compliqué où on a quand même assez de talents, de diplômés sur ces secteurs-là? Alors, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on a, on va dire, une profondeur de bassin qui est extrêmement intéressante et qui se développe d'année après année. Comment? En fait, la question, c'est au début, c'est la poule et l'œuf. Comment ça a démarré au départ? Ouais. Au départ, les players, c'était souvent des players français qui ont démarré. Donc, je t'ai cité quelques noms tout à l'heure. Et ils y allaient petit à petit. Donc, ils commençaient, par exemple, par des équipes hybrides. Donc, ils avaient des seniors en France qui avaient déjà l'expérience du compte ou du client. Et ils avaient des juniors au Maroc, donc ils prenaient à la sortie d'école, qui étaient hyper bons et qui rapidement, généralement en 2-3 ans, tu arrives à, on va dire, une asymptote ou à un très bon niveau qui te permet on va dire, d'être extrêmement pertinent sur un projet si tu es bien formé. Ok. 2-3 ans, c'est largement suffisant. Ok. 5 ans, tu peux être très très bon si tu as fait les bonnes expériences. D'accord. Donc, ils ont commencé par les juniors et petit à petit, ces juniors-là sont montés en seniorité. À l'époque, il y avait une petite vague de « ils partent en France ». Alors, tu n'étais pas au Maroc à l'époque, mais il y avait toute une polémique de « oh là là, ils sont en train de partir en France ». Et là, je pense que ce qui était classique, c'est ils faisaient 2-3 ans au Maroc Et après, ensuite ils partaient. ils avaient une valeur importante sur le marché, ils pouvaient aller en Europe, il y en avait beaucoup qui partaient. Exactement. Et en fait, de quoi ils se sont rendus compte, ces ingénieurs, c'est que avec leur salaire marocain, qui était peut-être un peu inférieur à ce qu'ils pouvaient gagner en France, ils avaient une qualité de vie bien meilleure, ils étaient près de leur famille et ils travaillaient sur les mêmes projets en restant au Maroc. Donc petit à petit, que ce soit les collaborateurs ou que ce soit les clients, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de les envoyer en France. Et le Covid aussi a beaucoup De les aidé envoyer, dans ce sens. c'est-à-dire En France, c'est-à-dire qu'ils partent en France pour prester. à la fois les talents et les entreprises aussi se rendaient compte que c'était pas Qu'ils forcément. pouvaient le faire à partir du Maroc. Parce que tu avais quand même beaucoup. Ça, c'était, on va dire, 2010, 2015. 2015, tu avais beaucoup, OK, donc la boîte française, donc le grand compte français, il va te dire, OK, moi, les seniors, je les veux en France. Et il n'y a pas de problème pour des questions de coût si vous mettez quelques juniors au Maroc, mais les seniors, je les veux en France. Il y avait beaucoup ce mindset-là. C'est quelque chose qui a évolué. Ah, beaucoup, énormément. Donc aujourd'hui, tu as de très, très grands comptes français chez tous ces players-là et ils traitent à 100% avec des ingénieurs marocains. Et donc, d'un point de vue nombre de personnes sur des sujets IT, techniques, etc., on est quand même un pays qui a beaucoup de diplômés, beaucoup de talents. Toi qui as une boîte qui a une dimension africaine, on va y arriver, on va en parler, mais c'est quelque chose... C'est une exception marocaine? Est-ce qu'on a particulièrement un nombre de talents, de diplômés qui est important sur les sujets techniques? Ou c'est le cas aussi dans d'autres pays en Afrique? Alors, en fait, la chance qu'on a eue, je vais parler plutôt de l'Afrique francophone, qui est celle que je connais le mieux. La chance qu'on a eue au Maroc, c'est justement ces projets qui sont descendus. Parce que plus tu pratiques et plus tu es bon. Donc, ce business-là qui est arrivé à générer de la compétence. Petit à petit, quand tu as 40 000 personnes qui travaillent pour des entreprises internationales sur des très gros projets de transport IT, tu crées toi-même ton propre bassin. Dans des pays où tu vas avoir des ingénieurs ultra bons, mais où il y a moins d'opportunités, forcément, ton bassin est plus réduit. Donc après, c'est aussi notre rôle en tant que player du secteur, petit à petit, de pouvoir amener ce type de projet dans des pays où on pourrait faire exactement ce qui a été fait au Maroc il y a 5 et 10 ans. Ok. Donc dans d'autres pays d'Afrique francophone, ce que tu vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu moins on parlait d'un bassin important de diplômés. En tout cas, les seniors, tu as moins de seniors. Tu as moins de seniors qui sont déjà expérimentés. Par contre, les jeunes mais les jeunes diplômés, tu peux en avoir autant, tu en as Oui. plein ou plus. Exactement. Ok, intéressant. Aujourd'hui, dans n'importe quel des Et c'est quoi les bassins, sujets qui sont le plus en tension? Est-ce que c'est cyber? Est-ce qu'aujourd'hui c'est data, IA, etc. ou c'est... Alors, de manière générale, très souvent, les clients demandent de l'expertise. Même quand ils n'en ont pas forcément besoin. Parce que quand tu regardes le projet ou ce qu'ils souhaitent faire, etc.,
tu te rends compte que avec une équipe, on va dire une pyramide bien équilibrée, donc un senior et par exemple 2 juniors, le projet va être pris en charge de la bonne manière et ça va être le rendu va être très bon. Ouais. Mais généralement, ils préfèrent avoir, au lieu d'avoir trois comme ça, donc un junior et 2 seniors, pardon, un senior et 2 juniors, ils vont préférer avoir par exemple trois seniors. D'accord, Ou donc c'est un plus un expert. sujet d'expérience et de seniorité que de type Voilà. de job ou type de Et poste. c'est pour ça qu'en fait, au C'est une Maroc, question de temps aussi. exactement. C'est une question d'être pressé, de vouloir rapidement que les personnes montent en compétences. Et il y a énormément d'initiatives au Maroc pour justement travailler le talent pool, donc de la formation qui est faite, etc. Beaucoup d'incentives aussi pour les entreprises qui veulent former. Mais voilà, il y a toujours ce besoin d'avoir des personnes expérimentées. Ok, donc on a parlé de cette transition entre les centres d'appel, l'IT qui monte, etc. Et justement, chez Intelsia, après quelques années, tu deviens CEO de IT Solutions, donc qui est une nouvelle entreprise ou une filiale, c'est ça qui a été créée Oui, tout à fait. sur la partie IT, donc qui était une partie en forte croissance. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais passé la boîte de 4 millions d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires à 35 en, je sais pas combien d'années, 3-4 ans, je crois. 3 ans. En 3 ans, ce qui est très très rapide. Comment tu as fait déjà? Enfin, comment vous avez fait? Et est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette expérience? Ouais, alors effectivement, j'étais pas toute seule. On est arrivé, donc on a racheté 2 entreprises, une sur toute la partie software et une sur tous les métiers de l'infra. Et l'avantage qu'on avait, mine de rien, c'est qu'on avait des très très belles expertises au sein de ces 2 entreprises-là. Donc on a vraiment capitalisé là-dessus pour créer un catalogue de services basé sur les expertises qu'on avait en interne. Donc une fois qu'on a développé ce catalogue-là, on est allé commercialement chercher des opportunités et bien évidemment, on est d'abord allé chercher chez notre actionnaire, donc à l'époque Altis, qui avait énormément de business IT un peu partout chez des suppliers. Et on savait pertinemment qu'on pouvait faire pareil, voire beaucoup mieux en termes de qualité de service. La difficulté qu'on avait à l'époque, c'est que Intelsia était perçu Intelsia égale centre d'appel. Donc, pour les convaincre de nous confier des opérations IT, ça a pris probablement, je pense, 12 mois. On n'a pas lâché, mais ça a fini par payer et on a transformé. Et donc, c'est comme ça qu'on a porté. On a d'autres clients aussi qui sont arrivés, qui nous ont fait confiance, qui ont apprécié les expertises qu'on avait. Mais ça s'est vraiment joué sur l'expertise. C'est vraiment comme ça que tu réussis à convaincre un client de te confier des opérations. Et sur la partie, donc il y avait 2 entreprises qui ont été intégrées, et c'est des business de people, c'est-à-dire que c'est pour le coup des intégrations, je pense, qui sont complexes. Oui. Qu'est-ce que tu as appris sur ça? C'est-à-dire le fait d'intégrer 2 entreprises avec les équipes, etc. Comment s'est passée cette intégration-là et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, c'était un exercice difficile parce que c'était pendant le Covid. Donc, moi, j'avais des recettes de culture d'entreprise où tu fais des super team building, où tu fais rencontrer les gens, tu crées du lien et tu crées une culture commune et une histoire commune. Pendant le Covid, on ne pouvait pas le faire. Donc, pendant très longtemps, on a dû faire beaucoup de choses en remote. Et pour installer la confiance tout en étant en remote, c'était un vrai challenge. La chance qu'on a eue, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment la qualité des personnes qu'on avait et la qualité du projet. Donc, très rapidement, on a commencé à avoir de l'intérêt business parce que le Covid, comme tu le sais, ça a été une période extrêmement propice pour les services IT délocalisés parce que les gens n'avaient pas forcément les personnes avec elles. Donc, ils étaient ouverts au lieu d'avoir une personne en remote en France, de l'avoir au Maroc, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Ça, c'était une grosse transition, le Covid. Complètement. Le Covid a énormément aidé notre métier, où ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faisables en remote. C'est devenu naturel de faire des sujets, y compris importants dans la boîte, en remote. C'est devenu naturel. En tout cas, sur toute la partie exécution. Moi, je pense quand même que quand tu es sur des sujets stratégiques ou des sujets de product development ou de conception, il faut que les équipes se voient de temps en temps. D'ailleurs, quand on fait des services de product owner, par exemple, pour des clients, on recommande qu'il y ait un déplacement, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois chez le client pour pouvoir créer du lien.
Mais par contre, dès que tu es sur du delivery pur et dur, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en remote. Quand la personne est seule face à sa machine et qu'elle doit livrer un travail de qualité, mieux vaut qu'elle soit dans un espace où elle est concentrée que dans un open space où il y a du bruit. Ok. Donc, très très gros développement de IT Solution, scaling important de l'équipe. Je pense que les chiffres de l'équipe, j'avais vu 200 à plusieurs centaines de personnes, Ouais, 500 ou exactement. 600 personnes. J'ai quitté à 650. Il y avait 650 personnes dans l'effectif. Comment on scale aussi vite en 3 ans autant de personnes comment on garde une culture d'entreprise, une direction commune? Écoute, je pense qu'il faut pas rater le recrutement de tes managers. Donc, naturellement, quand tu passes de 100 à 650, on a dû recruter énormément de management et on a dû onboarder le management actuel sur la perspective de croissance. On a eu la chance d'avoir des personnes de qualité dans le management des entreprises qu'on a acquises qui ont joué le jeu et qui ont porté la croissance de l'entreprise et qui, sans ces personnes-là, on n'aurait pas atteint les résultats dont tu as parlé. Et les nouvelles personnes, on a pris des super talents qu'on allait chercher dans les meilleurs ESN de la place, forcément. Mais on les a toujours recrutés avec ce prisme que ces personnes-là doivent partager les valeurs qu'on a. Et on doit s'assurer que ces personnes-là vont pouvoir s'intégrer dans notre dynamique, dans notre manière de travailler, etc., dans nos valeurs. Et c'est comme ça que tu crées un ADN et une dynamique commune. Si on prend un exemple, parce que parfois on parle de valeurs, mais c'est difficile parfois de bien comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que tu as un exemple d'une valeur ou de quelque chose que tu regardais qui était super important pour recruter? Ouais, alors moi, on va dire ma valeur principale, c'est que le business ne prime pas avant tout. Ok. Et c'est qu'il y a des choses plus importantes dans la vie et qu'il faut que les personnes avec qui tu interagis soient conscients et convaincus de ça aussi. Je te donne un exemple. Hier, par exemple, chez Eshor, une personne de l'équipe est venue me voir en me disant « Oui, on a eu un souci avec tel client, j'ai eu des palpitations, etc. » Moi, je l'ai arrêté tout de suite. Je me suis dit, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Il faut que tu mettes les choses dans le... Pourquoi on travaille? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on essaie de créer? Pourquoi on travaille? Qu'est-ce qu'on essaie de créer? On veut créer une super boîte où les gens sont heureux, où on a envie de venir bosser. Donc, bien sûr, les clients doivent être satisfaits. Mais du moment que le client sait que tu as fait de ton mieux, que tu as fait ton travail, après, il y a des événements extérieurs qui ont fait qu'il y a eu un petit souci. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est ce genre de choses. Okay. Et ça, alors, tu peux l'écouter dans des podcasts, etc. Mais si tu n'en es pas convaincu, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est quelque chose que tu peux tester avant de recruter ou c'est quelque chose ou c'est plutôt une culture que tu mets en place dans la boîte? Moi, je pense que c'est des choses que tu détectes assez rapidement. Pour te donner un exemple, pour recruter un directeur, je pouvais passer un entretien qui durait 1h30, 1h45. Quand même. Je prends le temps. Qu'est-ce que tu regardes? Tout. C'est-à-dire? Je regarde tout. Le parcours de la personne, où est-ce que la personne a grandi. Les questions les plus révélatrices, si Mohamed, je pense, c'est pourquoi tu as quitté tel employeur. Pourquoi? Parce que les motifs de départ sont souvent plus révélateurs que les motifs d'intégration dans une entreprise. C'est souvent qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Ou à l'inverse, quand tu vois des personnes qui font 12-15 mois dans une boîte, après ils repartent dans une autre, etc. Des personnes un peu volatiles, donc qui ne s'engagent pas, qui ne sont pas dans un projet, qui ne sont pas dans du long terme. Donc tu apprends beaucoup plus de ça qu'autre chose. Une autre question aussi que j'aime bien, et donc je fais un clin d'œil à la RH, la personne RH qui m'a donné ce type, c'est dans quel environnement de travail tu ne souhaiterais en aucun cas travailler. C'est quoi une réponse qui te plaît? Alors, honnêtement, il n'y a pas de réponse type, mais si je vois que la personne... Il y a plutôt des red flags. Voilà. Ce type de question, c'est plus pour identifier Il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est là où tu vas te dire, attention, je risque d'avoir une personne qui va mettre trop de pression aux équipes. Et généralement, c'est pas productif. Ouais, quelqu'un qui te parle que de performance, mais qui te parle pas d'équipe, peut-être qu'il va pas garder une bonne culture, ambiance de travail, etc. Voilà, et qui clairement, qui n'a pas l'air de
de montrer de l'empathie vis-à-vis des gens. Et qui est dans son truc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la question que tu as posée, à la fois celle-ci et celle sur l'employeur, c'est souvent des questions auxquelles, la plupart du temps, on n'a pas forcément envie de répondre, on n'a pas envie de tout dire. Exactement. Donc, je pense que j'ai l'impression que tu regardes aussi si la personne va être capable de te dire bon, tel truc s'est mal passé ou mais après je creuse, ou j'ai pas aimé. Je dis s'il te plaît, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Mais tu vois quelqu'un peut-être qui te dit que tout est ok et qu'il n'y a aucun sujet, que tout se passait bien dans son emploi avec son ancien employeur. Pourquoi tu as quitté si tout se passait bien? Ouais, c'est peut-être un manque de sincérité aussi. Oui. Dépendamment de la posture, après, tu as aussi des personnes à qui on a appris qu'en entretien, il ne fallait pas trop en dire, donc tu ne vas pas leur en tenir rigueur. Ouais. D'où l'intérêt de prendre le temps. Si tu prends le temps, au bout d'un certain temps, tu finis par... Au bout d'1h30, je pense que tu finis par arriver au naturel. Exactement. Tu ne peux pas avoir une façade... Tout à fait. C'est pour ça que je fais des podcasts aussi longs. Je rigole. Mais je pense aussi. Je pense que si tu faisais des vidéos de 30 minutes, tu aurais du mal à... Des discussions longues, forcément, le naturel... Ok, hyper intéressant. Donc, bon, ça c'était la partie un peu... masterclass sur on scale IT Solutions et ce que tu as appris, etc. Je trouvais ça hyper intéressant. Mais donc, là, on arrive à un moment où tu es CEO de IT Solutions et je t'en parlais avant le podcast. Donc, tu as un super poste, forcément des super possibilités, y compris dans le futur. Mais déjà, le poste que tu avais était hyper intéressant, une belle histoire à créer, etc. Comment tu te dis, bon, je laisse ça et je vais aller monter ma boîte, prendre forcément du risque, repartir de zéro et me lancer? Écoute, je pense que c'est simplement la manière avec laquelle mon cerveau est câblé. Okay. Moi, j'ai une mentalité builder. J'aime construire des choses. D'ailleurs, je prends un plaisir fou à jouer au Lego avec mes garçons. J'aime beaucoup ça. Tu vois, tu as des pièces, tu sais que les pièces sont là, donc il y a un marché. Puis tu te dis, bon, j'y vais doucement et puis je vais construire quelque chose. Et la satisfaction et le plaisir vient de la construction plus que du résultat final. Complètement. Et donc, pour moi, Intelsia IT, bon, ils continueront bien sûr à grandir, à se développer, mais pour moi, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le projet, il tourne, il y a une très belle équipe, ils peuvent limite, ça peut tourner tout seul. Il n'y a plus T'aimes cette phase de construction. Voilà. La phase de construction est terminée. Okay. Je risque de m'ennuyer. What's next? Donc, tu as cette réflexion. Tu as en parallèle de ça le marché, où je voyais que... Donc, on parlait de l'outsourcing. Donc, il y a eu la phase centre d'appel, la phase IT. Et je voyais une phase 3 qui est en train de s'inscrire, où les clients commençaient à demander autre chose. Ils commençaient à demander des fonctions qui, pour moi, à l'époque, étaient limite cœur business. De l'analyse de données, du travail sur les process métiers, de la modélisation... voilà, des métiers vraiment, on va dire, complexes et très analytiques et qui étaient ouverts à, on va dire, offshorer ce type de compétences. Et après, ça pouvait être des métiers un peu, on va dire, connexes à ces métiers-là. Mais en tout cas, dans l'esprit, on ne fait plus que du centre d'appel, on ne fait pas uniquement de l'IT, mais on commence à aller toucher à d'autres univers et d'autres process métiers. C'est quelque chose que tu commençais à voir et tu te disais c'est quelque chose qui va... Je disais c'est l'avenir. C'est l'avenir. Donc pour moi, l'avenir, c'était vraiment ces deux choses-là. C'était, ces nouveaux métiers sur lesquels il n'y a pas encore d'outsourcing qui est fait, mais ça va être le cas de plus en plus, pour des raisons purement démographiques. Donc c'est des métiers plus analytiques. Oui, tout à fait. Et plus core business. Exactement. Donc plus proche... du métier. Du métier même de l'entreprise et plus knowledge work, quoi. Plus compliqué. Il faut des personnes qui ont des cerveaux, qui ont des connaissances spécifiques, etc. Et ce que tu disais, donc il y a cet aspect-là, et tu disais c'est démographique aussi. Voilà, pour moi c'est un sujet démographique. En fait, la question c'est pourquoi ce besoin est apparu. Et je pense, après c'est mon interprétation, je ne suis pas démographe, mais il y a un sujet démographique, c'est qu'ils ont du mal à recruter. Donc en France, au UK, aux US, pour trouver un junior aujourd'hui, brain, sur certains métiers, c'est très compliqué, c'est extrêmement cher, tu n'arrives pas à le garder. Et de l'autre côté, nous, au Maroc, on a des talents qui seraient ravis de travailler pour des entreprises internationales, qui souvent, malheureusement, dans l'écosystème local, ne trouvent pas des cultures d'entreprise où ils s'épanouissent. Et donc,
il y a une opportunité de créer un player où les talents marocains vont pouvoir s'épanouir, vont pouvoir travailler sur des projets hyper intéressants, d'être dans une entreprise où ils vont être heureux. Et de l'autre côté, côté business, ça fait du sens aussi parce que les clients vont trouver, on va dire, ce dont ils ont besoin sur le marché. Quand tu te dis, tu commences à avoir cette intuition-là, à identifier ça, donc c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses en parallèle. Et je te disais avant le podcast, je trouve que tu es sur plein de trends positives. C'est-à-dire, il y a l'aspect talent dont on parlait, il y a l'offshoring de sujets de plus en plus knowledge work. Tu as l'IA aussi qui permet de faciliter un certain type de sujet. Enfin, tu as plein de trends en parallèle. Mais en tout cas, quand tu identifies tout ça, moi aussi j'aime bien un peu les débuts. Comment tu fais? C'est-à-dire qu'avant même de te lancer, est-ce que tu t'en discutes, tu testes un peu, comment tu valides un petit peu l'intuition, ou est-ce que en fait pas du tout, juste tu as cette intuition-là et tu te lances en disant je vais aller chercher des clients et allons-y. En fait, c'était une phase un peu compliquée parce que j'occupais un poste de responsabilité. J'étais extrêmement exposée dans le cadre de mon poste. Je suis toujours très attachée à mon ancien employeur, avec qui j'ai gardé des super relations. Donc, je voulais aucunement que ça perturbe quoi que ce soit. C'est vrai qu'avec ce type de responsabilité, c'est compliqué Donc, je ne pouvais pas commencer à... J'avais cette intuition, mais je me disais... dans tous les cas, j'avais une charge de travail qui était très, très importante. Ouais. Donc, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas commencer à explorer. Donc, j'ai décidé de quitter et de commencer ce travail d'exploration après avoir démissionné ou quitté mon ancien employeur. C'était compliqué de quitter parce que tu me disais que tu avais beaucoup appris auprès d'Intelsia, avec les fondateurs aussi d'Intelsia avec qui tu as super relation. C'était compliqué de quitter cette boîte? Très compliqué. Si je te fais un parallèle, je pense que tu l'as vécu aussi, si Mohamed. Tu vois, quand tu as quitté tes parents à 18 ans pour aller faire tes études, c'était la même chose. J'ai vraiment eu ce sentiment parce que c'est une entreprise où j'ai grandi en tant que personne, où j'étais très attachée aux gens, donc bien sûr aux patrons, aux 2 patrons avec qui j'ai énormément appris, mais aussi à l'ensemble de l'équipe, que ce soit mes peers ou que ce soit mes collaborateurs. Donc de ce point de vue-là, ça a été extrêmement difficile. Et probablement la chose la plus difficile dans tout ça, parce que oui, bien sûr, tu quittes une situation confortable, j'avais limite un bâtiment entier, je me retrouve dans un tout petit bureau, etc. Donc oui, il y a ce côté qui est un peu moins confortable, mais c'est pas le plus dur pour moi. Le plus dur, c'est vraiment, j'étais hyper entourée, hyper épanouie, avec plein de gens hyper smart, et d'un coup, tu te retrouves toute seule et tu dois redémarrer d'une page blanche. Quand tu quittes, tu te retrouves vraiment toute seule? C'est-à-dire que tu montes ça au début. Parce que je crois qu'après, tu es rejoint, mais oui. Ces quelques mois, ils m'intéressent aussi. Au tout début, pendant quelques mois, tu es toute seule. C'est-à-dire que tu te lances, tu n'as pas de cofondateur, tu n'as pas d'investisseur, tu es rien. Solo. Solo. Donc, ça a duré, je pense, 4-5 mois au départ. Et en fait, en réalité, c'était la phase d'exploration dont tu parlais tout à l'heure, que j'aurais pu faire en parallèle de mon job si c'était possible. Donc, c'était vraiment cette phase-là de me dire, OK, quelle offre de service, quel métier, quelle industrie, comment, avec qui, etc. Qu'est-ce que tu fais pour identifier ça? Je parle à des clients potentiels. Je parle avec des clients, des partenaires. Quels sont vos besoins Voilà, etc. Pour raffiner un petit peu plus. Je pouvais du coup dire que je lançais un projet, ce que je ne pouvais pas faire avant. Tu avais des hypothèses qui au final étaient fausses? Ou ça a confirmé plutôt ce que tu pensais faire? Il y avait des choses qui sont toujours jusqu'à maintenant vraies. Et donc, si tu veux, il y a un fil conducteur qui n'a pas changé, qui est vraiment ce côté, on veut créer un leader des services data et AI en Afrique. Donc, vraiment, on veut créer ce champion. Et donc, ça, c'est la ligne conductrice qui ne change pas. Et qui globalement a été confirmée. Là, je pense que tu as suivi un peu les dernières acquisitions d'Artefact et puis la Valo de Palantir. Tu vois qu'il y a un trend là-dessus. Donc, on était Palantir, la boîte dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est en ce moment... je pense qu'ils sont à 600 fois les EBITDA, là. Donc, c'est incroyable. C'est une boîte incroyable. Artefact, pareil, là, qui se sont fait racheter récemment. Je ne sais pas si tu as vu les dernières interviews de Peter Thiel. Non, je n'ai pas suivi. Il a été très critiqué sur une vidéo parce qu'il
il parlait du fait qu'il pensait que on allait un petit peu vers la fin du monde. Il a parlé Ok. d'antéchrist, etc. Enfin, il est Ouais. parti sur des sujets non conventionnels. Et donc, il a été très critiqué. Et c'est quelqu'un qui est vu un petit peu comme... comment dire, la face sombre de l'entrepreneuriat. Oui. Mais c'est juste parce qu'on sait moins de choses sur Palantir, parce qu'ils sont sur des sujets un petit peu plus Comme ils sont sur confidentiels, des etc. sujets de défense, Ils sont sur etc. des défenses, donc on sait moins. Et donc, il y a ce personnage qui est créé un petit peu de la boîte sur laquelle on a moins d'infos, et y compris l'entrepreneur. Donc, c'est intéressant Ouais. à voir. Ok. Écoute, en tout cas, il y a cette trend-là. Ben, c'est très clair. Tu vois, il y a 4-5 ans, les VC, ils investissaient en masse dans des boîtes de software, Ouais, dans une logique de oui, je vais créer le software qui va digitaliser ouais, tel vertical ou tel ouais. métier, etc. Là, on voit que de plus en plus, ils se disent, ah bah tiens, peut-être je vais investir dans des boîtes rentables, Hmm. dans des choses un petit peu plus classiques, dans des boîtes servicielles, des choses comme ça. Donc déjà, il y a ce trend. Mais quand ils choisissent ces boîtes-là, ils vont les choisir sur des métiers vraiment d'analytique avancée, de data, d'AI, et ainsi de suite. Donc il y a ce trend-là qui s'est confirmé, qui continue à être confirmé. Maintenant, bien entendu, il y a aussi d'autres choses qui sont arrivées, on va dire, en chemin. Et tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que... Bah, d'abord, avant ça, c'est quoi un petit peu tes conseils sur les débuts? C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que je pense que tu as dû complètement rewire ton cerveau parce qu'un poste de management avec beaucoup de responsabilités et là se retrouver plutôt seul, puis avec une petite équipe à devoir parler avec des clients, tester des hypothèses, etc. C'est une manière d'opérer qui est complètement différente. C'est quoi un petit peu tes conseils pour les débuts, des gens qui se lancent? Alors, ça serait difficile peut-être de donner des conseils qui s'appliquent à tous les entrepreneurs et tous les secteurs d'activité. Mais je pense que le plus important pour des entrepreneurs un peu comme moi, qui ont travaillé 10-15 ans et qui se Mhm, lancent, mhm. c'est de prendre l'ego, puis de le mettre là sur le côté et de tracer. Parce que souvent, malheureusement, dans le salariat, inconsciemment, on build un ego qui est lié bah, au poste qu'on occupe, Ouais. Moi, je fais qu'il pas est... ça, mais je pense que c'est pas forcément des gens qui ont 10-15 ans d'expérience, juste parfois même des gens qui commencent ou qui ont que quelques années d'expérience, vu leurs études ou vu leur poste, peut-être qu'ils se disent, moi, je fais pas telle telle tâche tâche ou ou... tel truc, là, il faut tout faire. Donc, il n'y a pas d'ego. Exactement, Ouais. exactement. Et peut-être la deuxième chose, c'est essayer d'enlever les a priori qu'on peut avoir sur les gens. Parce que dans le monde du business, tout le monde va t'apprendre quelque chose. Et donc se dire non, lui, j'aime pas, lui, c'est pas mon style, ou une telle. Hmm. En vrai, je pense que tu peux apprendre de beaucoup, beaucoup de personnes différentes, de secteurs qui sont différents des tiens. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais moi, j'apprends beaucoup grâce à ton podcast où j'ai Ouais, pu c'est écouter gentil, c'est un honneur, merci. des entrepreneurs sur des secteurs, tu vois, du retail, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais pour autant, bah voilà, sur le marketing digital, il y a peut-être 2-3 trucs à prendre, et ainsi de suite. Donc, d'être dans cette logique d'apprentissage et d'humilité, je pense que c'est C'est vrai, utile. je suis d'accord qu'on peut apprendre de tout. Et ouais. Et t'avais déjà cet ADN assez sales, en fait, aussi, vu tes expériences d'avant. Donc, je Oui, pense que c'était une bonne chose pour se lancer. Et sur le choix du business que tu lances, oui, tu as dit quelque chose que j'ai vu quelque part que je trouvais très intéressant. C'est que beaucoup d'entrepreneurs au Maroc essayent un petit peu de reprendre des modèles américains, européens, dans le type de business qu'ils lancent. oui, Donc, je vais lancer le SaaS de X ou Y ou d'autres sujets. Et ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que, donc je te disais le fait que je trouvais que tu étais sur des trends, mais aussi une des trends sur lesquelles tu es, c'est que tu te bases sur les forces du pays dans lequel tu es. oui, tout à fait. Les talents, le fait que justement on est capable de faire de la data et de l'IA avec des clients à l'étranger en ayant de la qualité et peut-être en étant un peu moins cher et plein de choses qui peuvent intéresser les clients, etc. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de cette idée-là, le fait de peut-être essayer de créer son propre modèle entrepreneurial au Maroc? Ouais, effectivement. Moi, je pense que c'est un peu un écueil de certains entrepreneurs ou de certaines personnes qui, voilà, qui sont drivées par ce qu'ils peuvent voir sur YouTube ou par ailleurs. C'est que globalement, ils voient pas ce qu'il y a juste à côté d'eux. Ouais. Et on a aujourd'hui au Maroc une manne de talents énorme. Nous, à l'époque, même alors, pour te donner un exemple, dans les centres d'appel, je me souviens un jour, une de mes managers m'avait dit
Malika, il y a un émiste qui est venu pour passer un entretien. Je lui dis, comment ça? Alors, elle, pour le coup, elle a toujours, je la salue, une très forte personnalité. Elle l'a engueulée. Elle lui a dit, oui, bon, c'est vrai que les centres d'appel, c'est facile d'obtenir un entretien, mais va chercher un autre boulot. Avec tout le... Ouais, avec toute la bienveillance, mais en Avec même toute la temps, bienveillance. Et le fallait métier faire... de conseiller client est un métier extrêmement apprenant si tu veux faire certains métiers par la suite, notamment le recrutement, notamment d'autres choses. Mais si tu as fait un diplôme d'ingénieur, généralement, c'est pour aller sur des métiers bien spécifiques. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, il y a énormément de talents et même au sein de parcours un peu plus classiques ou un peu plus business, il y avait énormément de talents qui pouvaient prétendre, après 2 ans, 3 ans de prise d'appel, à faire d'autres métiers, mais le marché ne les absorbait pas. Et moi, j'ai éprouvé une frustration par rapport à ça. Je me dis, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne puisse pas trouver des opportunités. On a des clients à l'étranger qui ont énormément de besoins sur des métiers très divers. Et de l'autre côté, on a des talents qui cherchent à se développer, à avoir d'autres métiers. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et donc, quand tu as cette conviction, quand tu vas voir tes clients, vraiment, tu te bagarres et tu te bats aussi pour ça. Parce que tu veux créer de l'emploi qualifié dans ton pays et c'est ce qui te drive et c'est ce qui te Il y a ce motive. fil conducteur qui est aussi cette idée de contribuer à son pays, qui je pense qu'il revient pas mal. Quand je regardais un petit peu ce que vous écrivez sur les posts sur les réseaux sociaux d'iShore, il y a cette idée de pride, de fierté du Maroc, de l'Afrique, de l'héritage marocain, etc. Et je crois que quand on parlait avant le podcast, tu me parlais même de la Coupe du Monde 2022, donc qui était avant le lancement d'iShore, où il y avait une nouvelle fierté encore plus accentuée d'être marocain et de se dire qu'on peut accomplir des choses, etc. Et qui, je pense, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que c'est quelque chose aussi qui a contribué à ce moment-là? Tu as ressenti quelque chose de spécial en 2022, début 2023? Ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, quand tu crées une boîte, il faut que tu aies un rêve. Il faut que tu rêves de quelque chose. La Coupe du Monde nous a fait rêver. Nous tous, en tant que Marocains, on s'est dit, regarde, nous, le Maroc, on est positionné sur la scène internationale, etc. Et quand tu as ce type d'idée qui commence à te traverser l'esprit, tu te dis, bah, on a fait ça dans le foot. Demain, on peut faire ça dans le business et on peut se positionner sur la scène internationale. Pourquoi pas nous? On a réussi à le faire dans le foot, pourquoi on ne réussirait pas à le faire dans le business? Et donc, une fois que tu as ce rêve-là, tu as un drive extraordinaire que moi j'ai dans le cadre du projet iShore, qu'a mon cofondateur, mais qu'ont aussi l'ensemble des collaborateurs. On a tous ce rêve-là et globalement, pour tous les collaborateurs iShore, si l'entreprise se développe, c'est tout autant d'opportunités. Ils vont pouvoir évoluer, ils vont pouvoir occuper des postes de responsabilité. Donc, tout le monde est gagnant et en même temps, tu participes à un projet pour ton pays. C'est génial. Ouais. C'est très intéressant. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Donc, ok. Premier mois, on parle à des clients, on valide des hypothèses et on avance. Et tu es rejoint par un cofondateur, par un associé. Pourquoi? Est-ce que tu as eu l'envie d'être rejoint, je veux dire, dans la team de cofondateurs ou c'était plus une rencontre? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'allais pas être épanouie en étant seule, d'une part, et d'autre part, que j'avais certains manques dans mes compétences que je devais combler. Donc, comme je te décrivais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un de très introverti. J'ai du mal à aller vers les personnes que je connais pas de manière, on va dire, naturelle. Ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc tu peux le faire, mais... C'est pas dans ma nature profonde, on va dire. Ouais. Par contre, tu as des gens qui sont très, très bons là-dedans et qui sont de bien meilleurs business développeurs, qui vont créer des liens, qui sont capables de créer des partenariats. Et donc, par hasard, on s'est rencontrés donc, à travers une introduction avec Hicham. Donc, Hicham sortait d'une aventure entrepreneuriale à succès, donc qui est Tids, que tu dois connaître, qui est une tech mondiale, qui a été valo à plus de 800 millions d'euros at some point, et donc qui a été racheté entre-temps, mais en tout cas une très, très, très belle
story entrepreneuriale. Donc, Hicham a apporté vraiment ces 2 leviers. Donc, une expérience entrepreneuriale. Donc, lui, vraiment, a démarré à la sortie d'école et il a construit l'entreprise from scratch. Ah, donc c'est le fondateur de C'est un des Tits. fondateurs. Ok. Il fait partie de l'équipe fondatrice. Donc, ils sont plusieurs. Donc, il a vraiment démarré dans un bureau, je ne sais plus, dans le 9e, je pense, arrondissement, dans un sous-sol, un truc tout petit, etc. Donc, il a connu ça. Et il a su persévérer jusqu'à... Et il a Il a accompagné le scale et ensuite il a occupé des postes de COMEX chez Tids quand l'entreprise était très grande. Donc il y avait ce côté. Et puis c'est un profil pur sales, ce que moi je ne suis pas. Donc on était vraiment complémentaires de ce point de vue-là. Et le 3e point, très important, donc je reviens dessus, c'est les valeurs. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est quelqu'un que tu connaissais pas? Non. Ok. Comment est-ce que... Et ça s'est fait en combien de temps, l'association? Entre le moment où tu le rencontres et le fait... Et on se tape dans la main, on se dit allons-y? Je pense que ça a pris 2-3 mois. Ce qui est en fait assez court, je trouve. Ouais. Comment tu vois en 2-3 mois que on peut travailler ensemble, qu'on est aligné sur les valeurs? Et parce que c'est un énorme risque. C'est-à-dire que si ça se passe mal, en général, c'est compliqué pour l'entreprise. Parce que le choix des cofondateurs, quand même, est hyper important. Écoute, oui, mais bon, à un moment, quand tu es entrepreneur, tu prends des risques. Tu prends des risques. De la même manière que si jamais, à l'époque, quand j'étais salarié, je recrute un directeur sur une grosse BU et qu'il me plante la BU, c'est un énorme risque aussi. Tu prends des risques. Mais avec l'expérience, et c'est peut-être là où le fait d'avoir 15 ans d'expérience versus quelqu'un qui est sorti d'école, j'ai vu plein de gens qui auraient été contents de participer à iShore et avec qui on n'a rien fait et souvent, c'était pas pour des questions de compétences. C'était souvent pour des questions de valeur. Parce que au final, quand tu as un petit souci ou que tu as un pépin ou qu'il faut prendre des décisions importantes, c'est le moment où les valeurs ressortent. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, il te rejoint, donc Hicham. Ensuite, les débuts de la boîte, comment ça se passe? C'est-à-dire, comment vous trouvez votre premier client? Est-ce que vous recrutez assez rapidement? Comment se passe le début de l'entreprise? Alors, il s'est passé, on va dire, 2 choses. La première, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une de mes anciennes collègues, collaboratrices et amies qui voulait sortir un petit peu du corpo, qui savait que je lançais iShore, donc qui a quitté son ancien employeur, et qui m'a dit est-ce que tu voudrais que je te rejoigne chez iShore? Donc, elle, c'était vraiment un profil purement management de prod, business, bizdev. Ok. Quand elle est rentrée chez iShore, je lui ai confié la RH, qui est le cœur du métier chez nous. Donc, elle est aujourd'hui DRH ou talent manager d'iShore. Donc, tu es pour, au poste de responsabilité de ressources humaines, de mettre des gens qui étaient dans l'opérationnel? Je trouve que Alors, il faut que ça soit des personnes qui manageaient beaucoup de monde pour qu'ils aient assez de cas réels qu'ils aient géré très fréquemment des exercices d'augmentation, de recrutement. Des exercices d'évaluation, du recrutement. Donc, ils connaissent bien ces choses-là et qui est en plus le prisme business. Donc aujourd'hui, elle est vraiment un des piliers c'est un pilier de la boîte. d'iShore et elle a beaucoup participé à la jolie croissance qu'on a faite entre-temps. Donc, il y a ce premier événement. Le deuxième événement, c'est que j'étais à Paris. Donc, nous, notre BizDev, on le fait à Paris. Et je dînais avec un copain. Et il me dit, écoute, Malika, je pense, dans le cadre de ce que tu fais, ça serait bien que tu réfléchisses à développer une verticale finance. Alors, je lui dis, écoute, moi, la finance, tu sais, je l'ai quittée il y a un petit moment quand même. Il me dit, écoute, j'ai un copain, discute-en avec lui et regarde, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Donc, il me présente un ami à lui. Donc, je les salue tous les deux. Et il me dit, oui, alors en fait, moi, je travaille chez un gros asset manager au UK et on travaille avec des Indiens qui font de la modélisation financière, de la recherche et du data mining. Ils font ça pour nous. Sauf qu'il y a 2 grosses problématiques. La première, c'est la qualité du délivrable, qui est franchement pas top. Donc, au final, je leur donne que des choses très, très simples et tout le reste, je finis par le faire moi-même. Ça me prend moins de temps. Deuxième sujet, c'est la partie soft skills. C'est des personnes, quand on fait des calls, ils n'allument pas la caméra, limite on se parle en chat. Il y a un sujet de customer experience, d'expérience client qui n'est pas top. Regarde Malika, si tu ne peux pas faire quelque chose au Maroc sur ça.
Donc, on discute un petit peu et donc je lui dois beaucoup parce qu'il a participé à la création de cette BU qui a été la première BU qui a transformé chez Eshore. Donc, aujourd'hui, Eshore, si tu veux, c'est 3 business units. La première, c'est Eshore Financial Services, où on accompagne des institutions financières sur tout ce qui est modélisation, recherche, data mining. Ok. Et donc, les premiers clients, ça a été hedge fund et asset manager. Ok. Deuxième BU, c'est iShore Technology. Donc, on a beaucoup parlé des métiers de la tech. Donc, on accompagne aussi des entreprises internationales sur toute la partie software, infra, mais aussi beaucoup data et IA. Et la troisième BU, qu'on appelle iShore Excellence Center, là, on va être beaucoup plus sur « je veux monter un centre au Maroc » et, Inch'Allah, plus tard aussi dans d'autres pays en Afrique. iShore accompagne moi et on co-crée ensemble ce centre d'excellence. Voilà un peu les 3 grosses BU. Et donc, cette première BU-là est celle qui s'est développée le plus vite et avec lesquelles on a pu striker les premiers clients parce que donc, on avait une offre qui était pas mal. On leur disait pendant 6 mois, vous pouvez arrêter à tout moment si vous n'êtes pas content. Ok. Donc, c'était extrêmement engageant, mais on savait ce qu'on faisait. Donc, Et comment vous avez construit les skills du sujet, c'est-à-dire la partie modélisation, etc. on a trouvé des gens très bons sur le marché, en fait. Ouais. Alors, quand tu es sur des petits volumes, oui. Tu trouves Tu trouves. Après, si demain, on veut recruter, on a, je ne sais pas moi, une très grosse banque au UK, j'espère que ça va être la phase, on va dire, suivante chez Eshore qui me demande 100 gars, c'est sûr que je vais leur dire, on ne va pas pouvoir tout trouver sur le marché tout de suite. On met des académies, on forme petit à petit. Mais si tu es sur des petits volumes, il n'y a pas de problème. Tu arrives à trouver des gens extrêmement bons qui sont capables de faire de la valo, qui ont le niveau, je sais que tu as fait de la M&A, qui ont le niveau des personnes qui étaient avec toi en M&A en France ou ailleurs. Donc vraiment, tu pourrais être Et donc, tu es impressionné. sur des sujets où si tu as parlé d'académie, moi je ne connais pas bien le business, mais parfois, si tu as, Oui. besoin de 100, 200, 300 personnes, tu peux créer une espèce d'académie de formation en interne sur un skill particulier. Tout à fait. En fait, c'est très, très simple. Tu mets un parcours de sélection extrêmement, je me redis, mais sélectif. Sur plus des capacités analytiques que sur la compétence que tu veux au final. Tout. Tu testes tout parce que tu as un gros bassin. Okay. Tu as un gros vivier où tu vas tester. Nous, typiquement, quand on poste un job de financial analyst, en 48 heures, on va recevoir 800 candidatures. C'est énorme. Et c'est pas de tout et n'importe quoi, c'est vraiment de très bonnes écoles, jeunes deep, etc. Donc, il y a un gros bassin. Donc, une fois que tu as ça, tu fais des batteries de tests, donc des tests en ligne, et puis après, tout le fil d'entretien avec tout le prisme AI dont je te parlais pour pouvoir détecter des choses. Et une fois que tu fais tout ça, derrière, tu as vraiment de très, très bons profils que tu as sélectionnés et tu les mets en training. Donc, tu as une partie, tu as aujourd'hui des bibliothèques de training sur tout ce qui est compétences plus, on va dire, théoriques que tu peux faire avec online training, sans problème. Et donc, ils s'auto-forment et tu peux mettre un coach qui va venir regarder de temps en temps et les accompagner, donc un expert métier. Et après, de la pratique. Donc, ce qu'on appelle dans le métier OJT, on-job training, où tu peux les mettre à dispo d'un client gratos parce qu'ils sont encore stagiaires. Ils vont faire des petites tâches et petit à petit, ils vont monter en compétences. Ok. Et d'un point de vue business model, comment est-ce que ça se passe ? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont mis à disposition à 100% ou c'est plutôt... Je sais que tu travailles aussi parfois par projet avec des clients. C'est quoi un petit peu les différents types de business models ? Alors, dans l'outsourcing, tu as autant de modèles que de clients, je pense. Que de clients. Non, je plaisante. Mais bon, les gros modèles. Il y a le modèle très simple de time and material, où tu vas acheter du jour homme, ou bien tu vas acheter un forfait par mois, et donc tu as un collaborateur qui t'est dédié. Donc ça, c'est le modèle simple. Tu peux avoir un modèle où il te confie un projet de bout en bout, et donc tu vas facturer des différentes phases du projet, comme en conseil. Donc c'est le deuxième modèle. C'est où il paye au projet, pas au jour homme. Exactement. Donc plus comme un cabinet de conseil, classique, voilà. Troisième modèle, c'est à l'acte. Donc ça peut être au rapport, produit ou à l'analyse, etc. Intéressant. Dans l'IT... Donc, tu peux aller aussi dans la granularité de... je prends un exemple, une modélisation financière de tel type peut être à X. Exactement. Avec des boîtes qui peut-être veulent plus moduler en fonction de leurs besoins. De leur charge, exactement. C'est souvent les entreprises qui vont te demander ça, c'est des entreprises où leur niveau de business
dépendent de leur niveau d'activité. Donc, ils veulent grosso modo que leurs coûts suivent la courbe de leur chiffre d'affaires. Et donc, ils vont te demander d'osciller avec eux. Donc, ça, c'est des modèles. Et puis après, toi, tu rééquilibres entre un client et un autre client et tu joues sur ça pour piloter ta production. Ok. Et je voyais que tu disais que parfois, tu as des clients qui ont un besoin et tu disais que plutôt que dire on va mettre 50 personnes, on va plutôt mettre 20 personnes et on va rajouter de l'automatisation, de l'IA, etc. Comment tu t'intègres les deux parties? Alors, globalement, l'idée, comme je te disais, c'est vraiment Ashore, on se positionne comme un cabinet de conseil en data et en IA. Donc, on ne veut pas être un très gros centre offshore avec 10 000 personnes qui font des tâches à faible valeur ajoutée, parce qu'on sait que si on va sur ce créneau-là, on ne va pas durer. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand un client arrive avec un process métier, c'est d'analyser ce processus-là et de dire, OK, donc sur ce que je vois, donc il y a un certain nombre de choses qui sont automatisées. Donc, on va mettre des outils et des choses en place pour que ça le soit. Et on gère cette partie de bout en bout. Et sur le reste, on va te mettre un analyste qui va être un peu le cerveau qui va superviser ce process-là. Et sur la partie process, plutôt software et automatisation, etc., tu as des personnes en interne qui sont spécialistes de ça et qui vont, en fonction des besoins des clients, construire les bons process pour et les bons outils. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment tu as deux métiers. En fait, tu as un métier plus de compréhension métier. Donc, on a de l'expertise par industrie chez iShore pour bien comprendre l'industrie des clients et définir ce qu'il faut mettre en place. Et après, tu as une partie un petit peu plus technique. Il y a des choses qu'on fait en interne et il y a des choses qu'on va externaliser chez des experts, quand on a besoin d'un expert de computer vision ou de NLP, etc. Ouais, tu n'auras pas forcément toujours on n'a pas besoin tout le temps, mais l'idée, c'est qu'à la cible, qu'on puisse avoir quand même et internaliser... Au fur et à mesure, internaliser les compétences les plus demandées ou celles qu'on utilise le plus progressivement. Il y a un fil conducteur dans tout ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois, il faut trouver les bonnes personnes. C'est-à-dire que ce soit chez Inouï, chez Intelsia, chez iShore aujourd'hui. Comment tu fais pour réussir à donner envie aux gens de te rejoindre, à t'entourer des bonnes personnes pour créer ces boîtes-là? Je pense que la première des choses, c'est que ton projet, tu dois y croire. Et si tu y crois naturellement, tu vas dégager une énergie et une envie qui va être contagieuse. Je pense que c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que si tu veux des personnes très seniors et très bons, tu dois leur laisser l'espace pour pouvoir travailler à leur manière, pour pouvoir grandir. Et s'ils sont déjà très seniors, pour travailler et opérer de leur manière, ce qui n'est pas forcément la tienne. Et donc, quand tu réussis petit à petit à installer une réputation sur le marché, d'avoir ce type de management, tu arrives à attirer des profils de très grande qualité. Et j'ai eu la chance, durant ma carrière, d'être entourée toujours de gens vraiment de beaucoup de talent. On parlait d'Afrique et d'expériences africaines. Je pense que tu as déjà eu avec iShore des expériences africaines. D'un point de vue Afrique, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le business model ou la partie du business que vous voulez développer dans d'autres pays? Alors en fait, je pense qu'on parlait de démographie. Donc le Maroc, effectivement, il y a un bassin d'emploi qui permet aujourd'hui on va dire, de faire la vision iShore 2030. Donc, on veut être leader dans le conseil Data IA champion africain. On peut faire la vision 2030 d'iShore parce qu'on vise d'ici là d'être à peu près à 700 personnes. Okay. Le marché va pouvoir l'absorber sans problème. Je l'ai déjà fait avant. Je sais qu'il y a la matière qu'il faut. Par contre, pour la phase 2, où on va être sur des tailles plus grandes, le marché marocain ne sera pas forcément suffisant. Et puis, c'est aussi l'occasion d'aller contribuer. Donc, je parlais du côté patriotique, mais j'ai développé aussi avec le temps aussi cette envie d'aider d'autres pays qui n'ont pas forcément les opportunités et qui ont les talents. Et donc, je pense à l'Afrique de l'Ouest, où il y a énormément de talents. Je pense aussi à l'océan Indien et ainsi de suite. C'est quoi ta vision pour 2030? Tu parles pas mal de la vision 2030 d'iShore. Alors, nous, on va être le champion africain, comme je te disais, des services data et IA. Pour y arriver, je pense que si on franchit le cap des 500, je pense qu'on le sera déjà. Okay. Nous, on a une vision d'atteindre 700 collaborateurs. On veut aussi, donc on parlait beaucoup de métiers de service, donc on est
plus aujourd'hui une boîte de conseil qu'une boîte de software. Mhm. Mais l'idée, petit à petit, c'est qu'aussi on développe des technologies propriétaires. Donc, on parlait Ok. tout à l'heure de Palantir. Donc, Palantir, eux, ils font beaucoup de conseils, mais ils se vendent et ils développent aussi Comme une boîte énormément software. de software. Et donc, l'idée, c'est que petit à petit, on réinvestisse une bonne partie de nos profits dans la R&D Ok. pour pouvoir développer ce qu'on appelle les Aish Apps. C'est vraiment un catalogue d'applications pour nos industries de prédilection. Donc, on a la finance, je t'en ai parlé tout à l'heure. Il y a la partie tech. Et j'aimerais bien aussi développer un vertical pour l'assurance. Donc, si on prend l'exemple de la finance, et après je veux bien qu'on parle des autres secteurs dans lesquels vous travaillez, l'idée c'est de se dire, je bosse avec plusieurs clients, je vois qu'il y a des besoins communs sur la partie. Oui. Donc tu parlais qu'il y a deux parties, c'est-à-dire toujours le métier, par exemple modélisation financière, mais après tu as aussi les outils qui permettent d'automatiser et d'aller plus vite sur ces métiers-là. C'est un peu les deux briques. Exact. Donc sur cette deuxième brique-là, tu identifies des choses en commun et tu crées des produits pour servir les clients. Exactement. Donc aujourd'hui, comment on fonctionne, c'est vraiment one by one. Chaque client qui vient nous voir, on va aller faire du conseil sur mesure par rapport à son besoin. L'idée, parce que finalement, c'est toujours les mêmes. Typiquement en finance, pour te donner un exemple, parce que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, c'est j'ai une très grande quantité de documents et derrière, je dois produire un document résumé selon le format de mon fonds, par exemple. Un one-pager ou une term sheet ou une fact sheet, etc. Et ça revient tout le temps. Et donc, soit tu vas le faire client par client, soit tu vas dire je vais le faire sur étagère, je vais investir un petit peu pour le développer. Et derrière, je le push en proactif et il est déjà prêt. Je lisais un truc, ça me fait penser à ça récemment, qui disait que avec le développement de l'IA, on allait de plus en plus aller vers un peu moins de SaaS pur, mais plus des boîtes entre le service et le software. C'est exactement cette direction-là. C'est quelque chose auquel tu crois, c'est-à-dire que tu sens que cette direction-là, c'est un petit peu le sens de l'histoire. C'est-à-dire que vu qu'on a de plus en plus d'outils d'IA, mais qu'en même temps, l'humain aussi devient important parce qu'on a envie de parler à des humains et on a envie d'avoir un service hyper personnalisé, t'essayes un petit peu d'être sur cette intersection-là. C'est exactement ça. Je pense que les modèles vont devenir une commodité. Donc, moi, tu vois, quand je vois des boîtes qui veulent développer des LLM ou qui veulent développer, on va dire, vraiment des moteurs ou des choses comme ça à partir du Maroc, why not? Mais moi, personnellement, c'est vraiment pas là où je me positionnerai. Et en tout cas, c'est pas là où je voudrais mener C'est les boîtes qui vont avoir les ressources, les commodités, l'énergie pour la compétence. Et la compétence métier de bien comprendre la problématique de ton client. Il y a 2 ans... Et la data propriétaire aussi. Tout à fait. D'ailleurs, il y a 2 ans, si tu te souviens, tout le monde disait oui, l'IA, le marché va exploser sur les 2 dernières années. Finalement, on s'est rendu compte que le conseil en IA et l'implémentation de projets IA, c'est encore timide. Les clients sont encore sur des POC, etc. Et la raison derrière, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais c'est que c'est compliqué, en fait. Et c'est pas compliqué d'un point de vue technique. Les modèles existent, les infras sont là, etc. Mais c'est plus des sujets de gestion du changement, de compréhension du métier, d'entraînement des modèles qui vont mobiliser des ressources chez le client. Donc, si toi, tu peux faire ce travail pour le client, tu vas pouvoir te positionner de manière plus efficace et tu ne seras jamais dépassé par les technos du marché parce que tu vas aller, toi, faire ton shopping chez les meilleurs players du marché pour aller prendre les meilleurs technos. Et la compétence métier, tu vas la garder. La connaissance du client, tu vas la garder. Et ça, il ne pourra pas te l'apprendre le hyperscaler ou le gros provider. C'est-à-dire que si tu as la compétence métier, que tu as les cas spécifiques, tu comprends les use cases, tu pourras utiliser ces technologies-là et construire dessus. Exactement. Comment tu fais pour rester toujours au fait de ce qui se passe dans l'IA? Parce qu'il se passe des trucs tous les mois, toutes les semaines, etc. Et surtout sur ces 2 dernières années, depuis que tu as fondé, ça fait 2 ans, je crois, un peu plus de 2 ans que tu as fondé iShore. Comment tu restes au fait des dernières technos, de l'actualité, etc. Écoute, j'essaye d'être dans la pratique, généralement, parce que quand tu es beaucoup dans la lecture ou dans la théorie, il y a des choses qu'on te vend qui sont censées fonctionner, mais en fait, en vrai, ils ne marchent pas. Ça. Et la plupart du temps, les vidéos de démo, c'est de la démo. Donc, ça ne fonctionne pas forcément quand tu testes. Exactement. Donc, il faut tester pour savoir qu'est-ce qui est vraiment possible. Voilà. Moi, je pense que le test and learn, c'est ce qu'il y a de mieux. Il ne faut pas hésiter aussi, parfois, quand tu as des clients qui veulent tester des choses, parfois à être un peu agressifs
en termes de pricing, tu vois, même offrir des POC, offrir des choses pour tester avec tes clients. Ouais. Parce que toi, tu apprends, le client apprend, tout le monde est gagnant. Agressif dans le sens peu cher. C'est-à-dire, Voilà, de ne pas lui dire ça va te coûter des millions. Être hyper compétitif pour faire et un POC. apprendre aussi en faisant ce projet. Exactement. L'objectif, franchement, en tout cas chez iShore, nous, on gagne beaucoup plus notre vie sur la partie plus consulting, donc les consultants qu'on place, etc., que sur la partie plus IA. Mais c'est normal et c'est pas grave. C'est pour plus tard. C'est un investissement que tu fais dans ton offre de service. Tu as toujours une partie un petit peu plus vache à lait, une partie qui est un petit peu un peu plus petite, mais c'est pour toi le relais de croissance pour l'avenir. C'est qui tes concurrents? C'est une très bonne question. On est un petit peu au milieu entre des boîtes pure player conseil data IA et des outsourceurs IT. On est un petit peu au milieu. Donc, on a du mal à nous mettre dans une case. On a notre propre modèle et ça nous va bien. Donc, il y a des pure players data IA qui sont souvent des entreprises européennes qui ont une filiale au Maroc. Pour certains, pour d'autres, ils n'en ont pas. Ou pour d'autres, ils sont déjà en Europe, effectivement, qui servent un peu le même type de clients que vous. On n'en a pas trop parlé, mais tes clients, en général, ils sont plutôt en Europe. Alors, on a aujourd'hui 10 clients chez iShore. On a US, UK, France, Suisse et Australie. OK. Donc, dans des marchés plutôt matures, et c'est ça la thèse dont tu parlais au départ, d'aller sur des marchés matures et justement travailler avec des talents locaux, etc. Tout à fait. Mais donc, les concurrents de ce type-là, de ce que tu fais exactement, de cet ADN-là, il n'y en a pas forcément. Alors, on va avoir des concurrents plutôt en Inde. Donc, typiquement, on parlait d'iShore Financial Services. Donc, tu as un gros player indien qui est un ancien spin-off de Moody's qui fait que ça. OK. Et donc, eux, vraiment, on va venir directement en concurrence avec eux sur certains business, sur certains deals. Je pense qu'ils sont à peu près 6000 personnes de mémoire en Inde qui font ces métiers-là. C'est hyper intéressant. Donc, il y a un marché potentiel adressable au moins de plusieurs milliers de personnes qui est là. Ouais. Il est là et donc on peut aller le prendre. Donc, ce que tu dis, c'est que par rapport aux Indiens, tu es plus personnalisé, peut-être plus quali. Par rapport aux grands groupes, tu as un ADN plus data IA. Et par rapport aux pure players, tu as un modèle différent qui fait que tu peux être plus compétitif sur certains sujets. Exactement. Moi, je le comprends un petit peu comme ça. Exactement. On essaie de donner le meilleur de tous les mondes. On ne veut pas se positionner comme une boîte d'offshoring. On est une boîte de conseil en data IA who happens to be in Morocco. Yes. Donc vraiment, qui a du coup un intérêt pour le business. Voilà, qui fait que ça va faire qu'on va être plus compétitif sur nos pricing, clairement. Mais c'est pas sans dégrader la qualité ou l'expérience client en face. Ouais. Donc vraiment, on se positionne comme ça. Ouais. Parce qu'il ne faut pas non plus trop jouer sur... Parce que si tu joues trop sur l'aspect compétitif, on peut avoir l'impression que la qualité est plus faible. D'un point de vue client, ils peuvent le comprendre comme ça. Il y a un trade-off. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas les moins chers du marché. Si tu viens externaliser au Maroc, tu trouveras moins cher qu'Eshore. Mais si tu cherches vraiment un service quali, tu vas le trouver. Et tu penses qu'il va y avoir d'autres boîtes sur le même type de créneau qui vont se lancer? J'espère. Il y a de la place. C'est mieux. Enfin, ça de plus en plus. Ouais, plus on est, plus ça développe le marché, plus... Il y a clairement de la place. Donc, je te disais juste sur la finance, il y a un marché potentiel de, je pense, au moins 40-50 000 personnes entre le UK, la Suisse et les US. Donc, il y a de la place. Sur d'autres métiers, sur la partie IT, j'en parle même pas. C'est un marché à plusieurs trillions de dollars. Donc non, il y a de la place pour tout le monde. Il faut simplement... donc, s'il y a d'autres confrères qui veulent se lancer, toujours garder en tête de ne pas essayer de grandir trop vite et de garder toujours le prisme qualité en tête parce que ça peut impacter tout le secteur. La suite, ouais. On a parlé de financial services. C'est quoi un petit peu les autres secteurs que vous visez? Donc, aujourd'hui, les secteurs qui sont déjà en place chez iShore, donc c'est la partie finance. On a iShore Technologies aussi, où typiquement, on travaille avec beaucoup d'entreprises technologiques européennes. On a une entreprise australienne aussi. On les accompagne sur des projets de télécom, sur des projets d'infra, sur des projets de software. Et la troisième et dernière BU, qu'on appelle Excellence Center, c'est de l'accompagnement à la création de centres au Maroc. Donc, moi, Mohamed, je suis founder d'une entreprise
française, je veux créer un centre d'excellence sur tel et tel métier au Maroc et je veux être accompagnée par iShore pour le De faire. A à Z. On trouve les personnes, on trouve le... On fait tout, on forme, Ok. on met en place, on pilote le centre pour toi. On va vraiment tout gérer. Donc, c'est un peace of mind pour des players qui veulent avoir une empreinte locale. Mhm. Et souvent, donc, dans nos clients, et donc on fait des JV. On monte des JV avec les clients sur ce modèle-là. Et souvent, les clients qui vont... Donc, le client avec qui on a la plus grosse JV aujourd'hui, c'est des clients qui se sont développés dans d'autres pays et qui se sont rendus compte que sans empreintes locales, les résultats étaient moins bons. L'Excellence Center, c'est une JV Oui, entre iShore et la boîte? et le client. Ah, ok. Ouais, Et donc, c'est quoi une JV dont le seul client, bien sûr, est le groupe. tout à fait. Ah, c'est intéressant. Ok. Ok. Et c'est ce que vous avez fait avec Celad. Exactement. Donc, CELAD, c'est exactement ce modèle. On en a d'autres qui sont en cours de Très intéressant. ok. négociation. Du coup, l'intérêt pour eux de créer une JV, c'est qu'ils auront L'empreinte locale, en fait. l'empreinte locale, ils auront une filiale, marque employeur. Le truc est prêt. Ouais. C'est leur c'est filiale, donc ils piloté. construisent des capacités internes. Tout à fait. Et en même temps, ils ont quelqu'un qui est intéressé au... Enfin, Ouais. quelqu'un, donc iShore, de manière générale, qui est intéressé au capital. Et donc, il va mettre toutes ses meilleures ressources pour que le projet CELAD Maroc Et ça, c'est réussisse. courant, un modèle où on crée des JV? Écoute, pas trop. Et c'est un modèle que j'avais identifié dans ma vie précédente qu'on ne pouvait pas faire parce que c'était compliqué. On avait voilà, des contraintes vis-à-vis de l'actionnaire qui faisaient qu'on ne pouvait pas le faire. Et je me disais, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne fasse pas ce truc-là. Et donc, quand on a lancé iShore, on s'est dit, on va créer cette offre Excellence Center qui va fonctionner aussi. Et du coup, pour vous, eux, ils vont à la fois internaliser, et étant donné que c'est une JV, je pense d'un point de vue coût OPEX, ça sera plus faible pour eux. Et vous construisez de l'equity avec des boîtes, avec iShore, des services, mais aussi des filiales en JV avec différents grands groupes. Donc, vous loquez des clients et vous avez de l'equity dans les boîtes. Exactement. C'est un modèle qui est hyper intéressant. En tout cas, c'est win-win. C'est vraiment Je sais pas win-win. si moi, j'ai jamais vu un modèle comme ça, à la fois service et JV avec des gros clients. C'est du win-win. En fait, souvent, l'Excellence Center traditionnel, c'est de la sous-traitance. D'ailleurs, on en a. Moi, j'avais cette image-là de l'Excellence Center. Ouais. On a le modèle sous-traitance sur cette partie-là, qui fonctionne très bien. Mais dans le cas où le client veut aussi une empreinte locale, souvent, c'est aussi par rapport à leurs clients finaux. Leurs clients finaux vont leur demander que ça soit aussi une filiale à eux qui opère, etc. Comment on construit la confiance avec un grand groupe pour créer une JV? Ah, on a mis du temps. Ouais, j'imagine. On a mis quasiment 12 mois entre les premières discussions et l'entrée en production, où ils ont vraiment fait leurs recherches de tous les côtés. Vous allez les voir avec le projet? Vous aviez déjà l'idée de le faire comme ça? Eux avaient pour projet de lancer une filiale Maroc, et donc nous, on est arrivé proactivement avec cette proposition. Et après, ils ont vraiment fait leur enquête. Ils sont allés... ils ont demandé à discuter avec mon ancien patron. Ah ouais, ok. Ils ont fait toute l'enquête, ok. Tout à fait. Donc voilà. Bon, après, il a été sympa. Il n'était pas obligé de faire un feedback positif. Il l'a fait, il a joué le jeu. Et puis voilà. Donc petit à petit, on a commencé à construire le centre. Et là, on est en train de le développer. Avec pour ambition d'atteindre une centaine de personnes d'ici 4 ans. Très intéressant. C'est hyper intéressant ce modèle-là. Je n'avais jamais vu ça. Ok. Tu as des investisseurs? Vous avez des investisseurs sur iShore? Bientôt. Ok. On est en phase de levée de fonds. Donc l'idée, je te parlais tout à l'heure des Aish Apps. Donc on veut développer des technologies propriétaires. On veut aussi développer notre force commerciale à l'étranger. Et on veut développer des verticaux sectoriels. Donc, on parlait de la finance, de la tech, des Excellence Centers, mais on veut aussi développer l'assurance. Et donc, tous ces projets-là font que on veut mettre un peu de fuel dans le réservoir pour aller plus vite. Et donc, on est en discussion avec des investisseurs pour entrer au capital. Et du coup, tu as une vision plutôt private equity, quoi, pas venture. Alors, c'est une très bonne question. Très bonne question. En fait, au départ, on a eu du mal à se positionner. Ouais. Parce que, alors, l'écosystème VC, tu le sais très bien, parce que tu le connais bien, il s'est beaucoup développé au Maroc. Ouais.
Le PI existe aussi au Maroc depuis très Ouais. longtemps, mais le PI, c'est pour des boîtes quand même. Nous, on est une vingtaine de personnes, donc on commence à. Voilà, on est EBITDA positif, on a une certaine taille, mais on n'est pas non plus une très grosse entreprise. Ouais. Donc, on a eu du mal à trouver, si tu veux, le bon positionnement ou le bon investisseur. On ne voulait pas forcément. On ne voulait pas de love money ou des choses comme ça. Hicham et moi, on a cette conviction qu'il faut vraiment séparer la partie plus famille de la partie business. Je suis d'accord à 100%. Ouais. Et T'as pas envie de... Ouais, c'est ça. T'as pas envie de mélanger. Univers, Et je pense que c'est pas des bonnes incentives pour les entrepreneurs. Parce que peut-être tu prendras des décisions potentiellement différentes ou t'es pas aligné de la même manière. Exactement. Okay. Et puis, tu veux aussi quand même de l'argent qui soit un peu smart money. Ouais. Nous, la majorité, si tu veux, la vision iShore 2030 des 700 collaborateurs, on l'a fait avec 40 clients. Donc, c'est pas énorme, tu vois, c'est du grand compte. Le grand compte, c'est... Tu veux dire, dans la vision 2030, l'objectif, c'est 700 collaborateurs, 40 clients. 40 clients. Là, vous avez déjà 10 clients. Voilà. Okay. Donc, c'est pas beaucoup, tu vois, en vrai. Bon, après, il y aura un petit peu de churn, bien sûr. Mais en termes de client acquisition, c'est du grand compte pur et dur, c'est de la mise en relation. Ouais. Donc, une dizaine de nouveaux clients par an. Ton investisseur, il peut jouer un rôle fondamental là-dessus en t'ouvrant quelques portes. Parce que c'est un business de recommandation et de confiance. Et donc, forcément, on essaye aussi de mettre ça dans le prisme de la décision. Donc, voilà, donc on est un peu entre le VC et le PI. C'est déjà fait ou C'est en cours. C'est en cours, ok. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de players VC au Maroc qui cherchent à dérisquer leur portfolio et qui commencent à se dire « Ah, sympa, quand même, une boîte EBITDA positive, c'est cool !» Parce que le PI, il faut qu'il puisse payer le multiple d'iShore, quoi. Ce qui n'est pas... Ouais, c'est ça. Que tu vas avoir tu vas avoir une valorisation plus élevée qu'un business classique, rentable, etc. Parce que tu as des perspectives parce que la growth, software, growth, etc. Et le VC, tu as l'entre-deux, tu as l'option stratégique qui t'ouvre des clients. Et soit tu as plein d'options. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, il faut que le VC soit ouvert à shifter un petit peu, mais de plus en plus avec la conjoncture, ils veulent dérisquer. Donc, ça, on le voit et ça nous va très bien. Donc, on arrive à se retrouver. We meet in the middle. Donc, on développe, nous, du soft. On développe des choses. Donc, ça leur parle en termes de niveau de croissance, de rentabilité. Et en parallèle de ça, nous, on veut garder cette approche boîte de conseil et business serviciel. On ne veut pas le lâcher. Et on arrive à se retrouver au milieu avec les investisseurs. OK, très intéressant. C'était quoi le moment le plus difficile sur ces 2 dernières années ? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'en ai marre, c'est trop dur voilà. Écoute, je pense qu'il y a plein de moments, mais alors c'est un moment un petit peu plus personnel où j'ai eu ma collègue qui a été diagnostiquée d'une maladie assez sérieuse. Et donc, elle était vraiment le pilier de l'entreprise pendant toute une période et elle a beaucoup contribué, beaucoup apporté. Et donc déjà, d'un point de vue personnel, cette nouvelle était difficile. Et puis, ça a impacté aussi l'entreprise parce qu'elle portait une charge de travail qui était énorme. Donc, même d'un point de vue business, c'était difficile. Donc, c'était une période qui était dure. Et je pense que au vu de sa personnalité a fait que j'ai quand même gardé cette combativité. Donc, elle a continué à être présente, même si elle n'était pas dans le business comme avant, mais elle a continué à être présente en tant que soutien. Et elle m'a soutenue, elle a continué à me soutenir dans les moments, parce que tu as toujours des moments, comme tu sais, les oscillations de la vie d'entrepreneur, où tu as des moments géniaux, où tu te dis c'est génial, ça y est, on est parti, il n'y a plus de problème pour les 10 prochaines années. Et tu as des moments très, très difficiles, notamment dans la gestion du cash. On a une activité qui est très cash intensive, où tu dois gérer un certain nombre de choses. Et donc, elle a joué un rôle très important, et mon cofondateur Hicham aussi, donc, qui lui n'est pas opérationnel dans iShore, mais qui sait aussi intervenir dans ces moments difficiles. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour garder l'équilibre ? Qu'est-ce que tu fais en parallèle, en dehors du business ? Écoute, j'essaye de faire plein de choses. Parce que je pense que c'est important, d'une part, bien pour le repos mental, mais aussi pour garder ta créativité et pour penser un petit peu
Out of the box. Out of the box. Je voulais éviter les anglicismes, Ouais. mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Parce que si tu restes trop dans le quotidien, tu perds ta créativité. Donc, il y a deux choses. D'abord, je fais beaucoup de sport. Je suis coureuse depuis 2008, depuis que j'ai intégré l'X. C'est une école militaire, donc on t'apprend à faire du... Je faisais pas de sport avant. C'est vraiment pas du tout sport. Et t'en fais beaucoup? Tu cours beaucoup? Je fais au moins 3-4 heures de sport par semaine. Quand même. Donc 3-4 fois par semaine. Voilà, et c'est tout autant pour la santé physique que pour l'équilibre mental. Ça joue un rôle important. Pour décompresser. Voilà, pour équilibrer. Je suis aussi mère de famille, donc tu as aussi besoin de retrouver un peu et remettre tes idées en place de temps en temps. Et le sport, c'est, je trouve, une bonne thérapie de ce point de vue. Voilà, et je fais aussi de la musique. Donc, Oui, tu m'en parlais un peu avant le podcast que tu chantes, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est vraiment pour moi, avec une amie. On fait ça ensemble. On se retrouve une fois par semaine. Okay. Et c'est notre moment. Et c'est votre moment avec la même amie et vous chantez... Voilà. Et elle, c'est un petit peu le même profil que moi sur certains aspects. On a des personnalités différentes, mais en termes de profil, voilà, elle est ingénieure aussi. Elle occupe un poste de responsabilité dans une grande entreprise. Elle a beaucoup de pression. Et c'est votre moment. Et c'est notre moment où on rigole et on pense à autre chose. Et génial. Voilà. Et j'ai vu quelque part que tu disais que c'était important pour toi de porter cet engagement, en tout cas contribuer d'une manière ou d'une autre, dans le fait d'encourager les femmes à être de plus en plus dans des métiers plus scientifiques, ingénierie, etc. Et en l'occurrence, dans ce même texte ou vidéo, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, tu disais d'ailleurs qu'on a un grand pool de talents dans les écoles d'ingénieurs. On a beaucoup de femmes dans les écoles d'ingénieurs, plus de 40% ou 50%, je ne sais pas quel est le chiffre. Mais en tout cas, on a un des taux les plus élevés au monde. On a un taux très important. Mais on a de la déperdition après. C'est-à-dire qu'au moment d'intégrer le marché du travail, en fait, tu es donc quasiment à 50-50. Au moment des études. Au moment des études. Et la diplomation. Et au moment où tout le monde obtient le diplôme. Et au fil des années, tu as de la déperdition. Okay. D'abord dans la recherche d'emploi, ensuite après quelques années, ensuite après le mariage, après les enfants, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler sur ces phases-là pour éviter de perdre ces process, talents. Bottleneck, pain point, et on travaille les différents moments. Il y a un côté engagement émotionnel, mais après, le plan d'action est très le rationnel revient. Voilà. Donc tu as différents moments qui font que tu as plus au final, que tu as moins de femmes au final. Et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui peut être fait pour aider justement à avoir plus de femmes dans ces métiers-là? C'est l'accompagnement dans les entreprises ou c'est... Moi, franchement, je pense qu'il y a plusieurs idées qui peuvent être mises en place, qui peuvent aider. La première, c'est de mettre des formations, de la sensibilisation sur comment développer les talents sur ce segment-là qui ne se comporte pas exactement de la même manière vis-à-vis d'une carrière qu'une population masculine. Alors, sans rentrer dans les clichés, parce qu'il y a des femmes qui... toutes les femmes n'ont pas le même comportement, mais statistiquement, et en tout cas en tant que manager, j'ai managé des hommes, j'ai managé des femmes, statistiquement, les femmes demandent moins d'augmentation, elles quittent moins leur job, elles demandent moins à être promues. Donc, si tu fais pas des choses en proactivité, tu risques de les perdre. Créer aussi des comportements qui vont incentiver le fait de rester, plus de flexibilité au moment de la maternité, des choses comme ça. Et de manière générale, au-delà des plans d'action très concrets, simplement créer un écosystème un peu plus bienveillant permet de générer du résultat derrière. Et nous, chez iShore, on est à 70% de femmes. Alors, on ne le fait pas exprès, pour le coup. J'aurais bien aimé être à 50-50. On essaye d'être très rationnel dans notre approche de recrutement. Mais probablement, là, on a beaucoup de déperdition. Alors déjà, sur les tests, au final, sur les scores, on a quand même une surreprésentation féminine sur les hauts scores. Et après, sur les entretiens, elles réussissent mieux les entretiens en sortie d'école. Après, sur les profils expérimentés, le bassin fait qu'on a plus de population masculine. Ce que tu disais avant sur la déperdition. La fameuse déperdition. Tu ne vas pas réussir à avoir autant de femmes, mais par contre, le développement en interne et tout ce que tu fais en interne permettra d'en avoir. Exactement.
Est-ce qu'il y a un livre ou quelque chose que tu as lu qui t'a beaucoup marqué, qui est important pour toi? Ou un film, ou n'importe quoi? J'essaye de réfléchir. Sur un prisme business ou Non, pas? en général, dans ta vie. Pas forcément. Alors moi, j'ai la trilogie qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de Yuval Noah Harari. Ouais, j'ai commencé récemment, j'ai pas encore fini. Ok. Exceptionnel. Alors son prisme est vraiment intéressant sur l'analyse. Ouais. Alors je suis pas d'accord avec tout, notamment sur les projections, mais c'est très difficile de faire des projections Je sur suis le pas futur. encore. Donc tu es sur la partie passée. Ouais, je suis sur Sapiens. Sur Sapiens, le premier. qui est probablement le meilleur, je pense, même si les autres sont très intéressants. Et c'est vraiment de se poser ces questions-là. Donc, surtout quand tu as des enfants, tu te dis à quoi va ressembler le monde en 2050, en 2060, en 2070. Comment les orienter? Où est-ce que ça va aller tout ça? Donc, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes collaborateurs, de ton entreprise, de là où tu veux aller. Et je pense que c'est important de temps en temps de prendre ce recul, essayer de sortir. Et c'est vraiment le gros avantage qu'il a. Lui, il essaye de sortir un petit peu de tous les buzzwords ou tout ce qui se passe à l'instant T. Et de prendre du recul. Et de prendre du recul. Et en tant qu'historien, la meilleure manière de prendre du recul, c'est de regarder ce qui s'est passé dans le passé et comment les choses ont évolué par rapport à c'est vrai que quand tu lis, tu prends du recul sur des choses qui se passent même actuellement, etc. Et donc toi, c'est quoi ta vision sur 2050 Pourquoi tu n'es pas d'accord avec lui? C'est quoi toi ta vision du monde Je pense qu'il est un peu extrême, parfois sur certaines choses. Je pense qu'il y a énormément d'incertitudes, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, la volatilité, le VIX le montre clairement. Il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas réellement comment les choses vont évoluer, mais ce qui est probablement certain, c'est que des compétences d'expertise très pointues sur des sujets, c'est pas forcément là où il faut aller. Alors moi, j'ai fait des maths financières, on t'apprend très très vite, pour des raisons probabilistes, le principe de la diversification. Je pense que c'est important d'avoir un petit peu de tout. Donc beaucoup de soft skills, clairement, des compétences d'analyse, de modélisation, des choses un peu plus rationnelles, d'être curieux, de connaître le monde, d'avoir un peu de tout. Et ne pas essayer de s'engager dans une voie et de se fermer tout le reste, etc. Et d'être ouvert. Et c'est ça ce que si tu devais conseiller tes enfants ou les diriger, ce serait plutôt vers ça? C'est-à-dire le fait d'être assez généraliste quand même, pour comprendre le monde. Tout à fait. Alors à l'époque, alors moi je viens d'une famille d'ingénieurs, et donc à l'époque c'était les années 2000, donc l'informatique, donc indirectement tu te retrouves poussé vers l'ingénierie, vers l'informatique, etc. Donc c'est top. C'était ce qu'il fallait, je pense, pour l'époque, et ça m'est beaucoup très utile. Mais je pense qu'il y a d'autres compétences qu'il faut développer chez les enfants d'aujourd'hui, notamment, et avec tout ce qui est écran, les compétences sociales, qui sont en train de se dégrader. Ne pas s'enfermer dans les écrans. Chez les nouvelles générations, ils arrivent plus à communiquer. Nous, on a beaucoup de Gen Z dans l'équipe chez Eshor. Et je me rends compte que ça leur demande un effort énorme de sortir prendre un café tous ensemble. Je leur dis, mais sortez, faites votre vie. Ils sont devant leurs écrans, ils travaillent, après ils rentrent chez eux, ils se mettent devant un autre écran et regardent un film. Bon, je caricature bien sûr s'il y a des Gen Z qui nous écoutent, qui le prennent pas mal. Mais en tout cas, essayez d'éviter ce on voit une tendance en tout cas et essayez de l'éviter. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ou je sais pas, que tu voudrais rajouter, ou un sujet peut-être qu'on a oublié, qui est important? Écoute, je pense qu'on a tout couvert. Je pense aussi. Je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. Ouais, ça fait, je sais pas, un peu moins de 2 heures, je pense, qu'on discute. En tout cas, merci beaucoup, Malika. C'était passionnant, vraiment super intéressant. Merci à toi. Merci pour ton temps. J'ai beaucoup appris. C'était hyper intéressant. Et donc, voilà. C'est un quand tu veux. D'échanger. Et puis, tout le meilleur pour toi et pour la suite de tes aventures. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.